Bien en dessous de la frontière entre la France et la Suisse, une machine de 27 km de circonférence projette des particules les unes contre les autres, à une vitesse proche de celle de la lumière. En décembre, elle a produit un résultat qui a bouleversé les règles auxquelles les scientifiques se fiaient depuis 50 ans. Nous allons explorer les signaux les plus étranges jamais captés au CERN, une particule qui s'est désagrégée dans le mauvais sens, la matière qui a vaincu son jumeau maléfique, l'antimatière, piégée puis lâchée, juste pour observer dans quelle direction elle tombe. Si ça vous épate, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Casques enfilés. Nous allons couler. Imaginez un cercle si grand qu'il traverse une frontière internationale et qu'il se situe à environ 30 mètres sous vos chaussures. Ce cercle est réel. Il serpente sous les fermes, sous les villages, au pied des Alpes, formant une boucle entre la Suisse et la France, puis revenant à son point de départ. D'un bout à l'autre, l'anneau s'étend sur environ 17 miles. Si vous essayez de faire un tour de piste, cela vous prendrait la majeure partie de la journée. Les personnes qui y travaillent se déplacent en fait à vélo dans le tunnel pour passer d'une section à l'autre. Voici le CERN, la plus grande machine scientifique jamais construite par l'homme. Son nom complet est difficile à prononcer, alors presque tout le monde dit simplement CERN. Son cœur s'appelle le Grand Collisionneur de Hadron, un nom qui paraît effrayant, mais qui s'avère simple une fois qu'on le comprend. Grand parce qu'il est énorme. Collisionneur car sa fonction première est de faire entrer des objets en collision. Qu'est-ce qui plante? De minuscules particules appelées protons. Un proton est l'un des constituants d'un atome, et un atome est déjà si petit que des millions d'entre eux pourraient tenir sur le point à la fin de cette phrase. On parle donc de détruire intentionnellement les plus petites choses imaginables, des milliards de fois par seconde. Voici la partie qui semble fausse. À l'intérieur du tunnel, ces protons parcourent la boucle à une vitesse proche de celle de la lumière. Cela représente environ 670 millions de miles par heure. À cette vitesse, un seul proton parcourt l'anneau complet de 27 km, plus de 11 000 fois par seconde. La lumière de l'écran de votre téléphone peinait à suivre. Pour diriger un engin se déplaçant aussi vite, il faut de la force et beaucoup de force. Le CERN utilise des aimants géants, des milliers alignés tout le long du tunnel. Ces aimants sont plus froids que l'espace. Les ingénieurs les refroidissent à une température proche de la température la plus basse que l'on puisse atteindre, plus froide que l'obscurité entre les étoiles, afin qu'ils puissent transporter une énergie considérable sans fondre. Puis la machine fait quelque chose d'inattendu. Il s'agit de deux flux de protons volant dans des directions opposées et de les diriger l'un vers l'autre, de face. Le choc est si violent que pendant un bref instant, en ce point minuscule, la température atteint plus de 100 000 fois celle du centre du Soleil en plein jour. Pour reproduire cet instant fugace, les scientifiques créent un petit écho de l'univers naissant, tel qu'il apparaissait juste après le Big Bang. De chaque débris d'accident, d'étranges particules nouvelles sont projetées vers l'extérieur. La plupart disparaissent en moins de temps que celui nécessaire à la lumière pour traverser un seul atome. L'objectif, c'est justement de les attraper. Alors pourquoi construire un monstre de 27 km, le congeler à une température inférieure à celle de l'espace et projeter des particules à une vitesse fulgurante les unes contre les autres? Pourquoi dépenser des années et des milliards de dollars pour regarder de minuscules choses se briser? Car chaque collision laisse des traces dans l'épave, des indices sur la composition de chaque objet, des indices sur nos origines. Et dernièrement, ces débris ont commencé à murmurer quelque chose que les personnes les plus intelligentes de la Terre n'avaient pas prévu, et qu'elles ne peuvent toujours pas expliquer. Pour comprendre pourquoi ce murmure est si effrayant, il faut d'abord prendre connaissance des règles qu'il pourrait enfreindre. Le collisionneur est aussi une machine à remonter le temps, et il ne voyage que dans une seule direction, vers l'arrière. Voici comment cela fonctionne. Quand on regarde une étoile, on voit de vieilles lumières. Certaines de ces étoiles sont si éloignées que leur lueur a mis des milliers d'années à atteindre vos yeux. Vous êtes donc en train de contempler le passé. Le CERN fait quelque chose de similaire en musique, sauf qu'au lieu d'attendre une lumière ancienne, il construit le passé intentionnellement. Remontez le temps suffisamment loin dans l'univers et tout change. Aujourd'hui, le cosmos est froid et ténu, rempli de planètes, d'étoiles et d'espaces vides. Mais si l'on remonte le temps jusqu'au début, tout se comprime, devient plus chaud, plus dense, jusqu'à atteindre un instant situé moins d'une seconde après le Big Bang.
À ce moment précis, l'univers n'était qu'un brouillard incandescent, plus épais et plus chaud que tout ce qui vous entoure actuellement. Les atomes ne s'étaient pas encore formés. L'eau, l'air et la terre ferme étaient encore à des millions d'années de là. Les scientifiques appellent ce brouillard un plasma de quarks et de gluons. Considérez-la comme le bouillon, à partir duquel tout le reste a été cuisiné par la suite. Les quarks sont les minuscules éléments constitutifs enfermés à l'intérieur des protons. Les gluons sont la force qui maintient normalement ces quarks si étroitement liés qu'ils ne peuvent jamais se libérer. Mais, dans ce premier instant de forte intensité, la réaction fut si violente que les quarks se sont dispersés librement comme des étincelles qui volent avant de se refroidir et de se fixer. Le CERN peut embrasser une goutte. Lorsque le collisionneur projette des particules lourdes les unes contre les autres avec suffisamment de force, il les fait fondre l'espace d'un instant pour les transformer en ce même plasma fluide que l'univers avait à ses débuts. La gouttelette est incroyablement petite et disparaît presque instantanément. Pourtant, le temps d'un éclair, un coin de Suisse renferme un fragment du matin du temps. L'étude de cette soupe permet aux scientifiques de comprendre comment l'univers primitif s'est comporté en se refroidissant. Ils observent comment les quarks ralentissent. Ils mesurent la façon dont le brouillard se déplace. Et chose étrange, il s'écoule comme un liquide, le liquide le plus lisse jamais mesuré, sans presque aucune friction. Une goutte de miel est collante et lente. Ce bouillon primordial de l'univers se verse plus parfaitement que l'eau, plus parfaitement que tout ce que nous connaissons. Chaque mesure est une page arrachée au premier chapitre perdu de l'univers. Et chaque page soulève la même question obsédante. Si nous pouvons reconstituer le commencement, pourrons-nous enfin expliquer comment ce commencement nous a construits? Parce que quelque chose s'est bien passé dès les premiers instants. Quelque chose a transformé un brouillard chaud et uniforme en étoiles, planètes, océans et toits. Les règles qui ont permis ce tour de magie sont inscrites dans chaque crash réalisé par le CERN. La plupart de ces règles figurent déjà dans un célèbre recueil de règles, une liste si efficace qu'elle a résisté à toutes les épreuves pendant 50 ans. Les scientifiques s'y fient, comme on s'appuie sur la gravité, persuadés qu'elle tiendra toujours. Mais un règlement n'est valable que s'il est mis à l'épreuve lors de sa prochaine épreuve. Et le collisionneur a été construit pour tester celui-ci plus rigoureusement que tout ce qui avait été fait auparavant. Avant d'aborder le signal qui inquiète tout le monde, il faut d'abord connaître le règlement lui-même et comprendre pourquoi sa transgression ébranlerait les fondements de toute la science. Chaque jeu auquel vous avez joué fonctionne selon des règles, et l'univers ne fait pas exception. Les physiciens ont consigné ces règles dans une seule liste, et ils lui ont donné un nom ennuyeux, le modèle standard. Nom banal, puissance incroyable. Cette simple liste explique de quoi est fait tout ce qui vous entoure, à l'aide d'un petit ensemble d'éléments de base et de quelques forces qui les poussent et les tirent. Considérez-le comme un tableau périodique pour l'infiniment petit. Elle nomme toutes les particules fondamentales que nous connaissons, les quarks qui constituent les protons, les électrons qui gravitent autour des atomes, les particules de lumière, une poignée de cousins rares et lourds qui apparaissent et disparaissent. Musique. Si on additionne tout, le menu complet tient sur un seul tableau musical, plus petit qu'une affiche murale. Ce qui rend le modèle standard légendaire, ce n'est pas seulement ce qu'il mentionne dans sa fiche technique, c'est à quel point cela s'est avéré souvent juste. À maintes reprises, les calculs mathématiques ont prédit des particules que personne n'avait jamais vues. Puis, des années, voire des décennies plus tard, des scientifiques ont construit une machine, mené l'expérience, et la particule s'est retrouvée là, exactement là où le règlement l'avait prévu. Elle a prédit l'existence des particules W et Z, avant même que quiconque ne les découvre. Trouvé. Il s'agit du quark top. Trouvé. Et en 2012, elle a réalisé sa prédiction la plus célèbre, celle d'une particule recherchée depuis près de 50 ans. Nous y reviendrons bientôt car cela explique la musique, quelque chose d'étrange à ton sujet. Depuis un demi-siècle, ce règlement a résisté à toutes les épreuves, à toutes les collisions, à toutes les mesures, à tous les pièges tendus par les scientifiques pour le prendre en défaut. À chaque fois, le modèle standard haussait les épaules et restait imperturbable. Ce bilan exceptionnel en fait l'idée la plus réussie de la histoire des sciences. Rien d'autre n'arrive à sa cheville. On pourrait donc penser que les physiciens l'adorent. D'une certaine manière, oui. Mais voici le détail qui les empêche de dormir. Ils savent déjà qu'il est incomplet.
Le modèle standard, aussi parfait qu'il en ait l'air, présente d'énormes lacunes. Cela ne dit rien de la gravité, cette force qui vous plaque au sol en ce moment même. Elle n'a pas de réponse à la matière invisible qui constitue la plus grande partie de l'univers. Et cela ne peut pas expliquer pourquoi vous, vos amis et votre planète entière êtes là, au lieu de n'exister nulle part. Musique. Les scientifiques sont donc confrontés à un sentiment étrange. Ils détiennent le règlement le plus précis jamais écrit, et ils sont certains qu'il manque des pages. Quelque part là-bas, enfoui dans les mathématiques, il doit y en avoir davantage. De nouvelles particules, de nouvelles forces, une couche plus profonde que personne n'a encore percée. Voilà la véritable raison d'être du CERN. Le collisionneur a été conçu pour pousser les règles du jeu jusqu'à ce qu'elles finissent par plier. Trouver la première fissure, la première mesure erronée, le premier indice pointant vers ces pages manquantes. Pendant des années, la machine a continué de pousser et le règlement est resté inchangé. Les résultats des tests étaient tous parfaits, presque agaçants de perfection. Les scientifiques ont commencé à se demander s'ils verraient un jour la fissure. Puis, fin 2025, au cœur d'une masse de données, un événement rare a refait surface, présentant une anomalie flagrante. Une erreur qui a incité les scientifiques expérimentés à se pencher encore plus sur leurs écrans. Pour comprendre ce qu'ils ont vu, il faut d'abord comprendre comment une particule meurt. Les accidents se produisent en un éclair. C'est pourquoi le CERN les filme avec les caméras les plus puissantes au monde. Oubliez l'appareil photo de votre téléphone. Ce sont des machines de la taille d'immeubles, installées de manière compacte aux endroits précis où les protons entrent en collision. Chacun d'eux est un détecteur. Sa seule fonction est de capter les projections de particules issues d'un accident et de déterminer ce qui vient de se produire, des milliards de fois par seconde. Le plus grand détecteur s'appelle Atlas. Elle est plus haute qu'un immeuble de 6 étages et pèse à peu près autant que la tour Eiffel. Imaginez un appareil photo si lourd qu'il pourrait raser une maison, conçu pour photographier des choses bien trop petites pour être vues à l'œil nu. Un autre géant, appelé CMS, pèse encore plus lourd que 30 gros porteurs entièrement chargés, empilés les uns sur les autres. Ce sont des monstres conçus pour étudier les plus petites choses qui existent. Alors, comment photographier quelque chose de plus petit qu'un atome? Vous ne prenez pas de photo de la particule elle-même. Vous suivez la trace qu'elle laisse derrière elle, comme un détective suivant des empreintes dans la neige fraîche. À chaque impact, une particule se projette vers l'extérieur et traverse couche après couche le détecteur. Chaque couche enregistre un minuscule ping. Assemblez tous ces signaux, et vous pourrez retracer le trajet exact de la particule, sa vitesse de déplacement et la direction de sa courbe. Cette courbe est la plus importante. L'ensemble du détecteur est placé à l'intérieur d'un puissant aimant, et un aimant courbe la trajectoire d'une particule en mouvement. Les particules lourdes se courbent légèrement. Les modèles légers se plient beaucoup. En mesurant la courbe, les scientifiques déterminent quel type de particule est passé, même si sa durée de vie est inférieure à celle d'un clignement d'œil. Imaginez maintenant l'ampleur du problème. À l'intérieur du collisionneur, les collisions se produisent si rapidement que les détecteurs reçoivent environ 40 millions d'images par seconde. 40 millions. Si vous essayez de tous les sauvegarder, vous satureriez tous les disques durs de la planète en quelques minutes. Ainsi, les ordinateurs ultra rapides font un choix brutal en une fraction de seconde. Ils jettent presque tout et ne conservent que les rares crashs qui semblent intéressants. C'est là qu'un détecteur spécial entre en scène. Il s'appelle LHCb, et c'est le héros du mystère que nous poursuivons. Pendant que les détecteurs géants traquent de toutes nouvelles particules, LHCb surveille quelque chose de plus sournois. Elle étudie comment certaines particules se désagrègent, en recherchant de minuscules écarts entre la façon dont les règles prévoient leur comportement et la façon dont elles se comportent réellement. La plupart du temps, la réponse est ennuyeuse. Les particules se comportent. Le règlement l'emporte. Les scientifiques consignent le résultat et passent à autre chose. Mais LHCb est patient. Elle a observé des centaines de milliards de ces minuscules ruptures, une à une, année après année, accumulant lentement une montagne de données. Et enfouie dans cette montagne, l'équipe s'est mise en quête d'un type de rupture bien précis, si rare qu'il ne se produit quasiment jamais. Cette rupture porte un surnom étrange. Les scientifiques l'appellent le pingouin.
Avant de pouvoir comprendre pourquoi un pingouin a bouleversé les fondements de la physique, il faut comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'une particule se désintègre. Certaines particules naissent déjà mourantes et se désintègrent presque instantanément après leur apparition. Ce phénomène d'effondrement a un nom. Les scientifiques appellent cela la décomposition. Cela peut paraître sombre, mais c'est l'une des choses les plus importantes de toute la physique. Et une partie de ce processus se déroule en ce moment même à l'intérieur de votre corps. Voici l'idée de base. L'univers est rempli de particules et certaines sont stables. Un électron, par exemple, peut durer éternellement. Mais de nombreuses particules sont lourdes et agitées. Elles dégagent trop d'énergie pour rester immobiles, alors elles se brisent en morceaux plus légers et plus calmes presque aussitôt qu'elles se forment. Une particule lourde se désintègre en particules plus petites, et celles-ci peuvent se désintégrer à leur tour comme une tour de blocs qui s'effondre en un tas dispersé. Imaginez un flocon de neige se posant sur une peau chaude. Le temps d'un battement de cœur, elle conserve sa forme parfaite, puis cela se fond en quelque chose de plus simple. De nombreuses particules ont une durée de vie bien plus courte que cela. Certaines durent moins d'un billionième de seconde avant de se transformer. Vous ne pourriez jamais assister à une telle scène. On ne peut étudier que les fragments restants, et ces fragments constituent l'intégralité du tout. Lorsqu'une particule se désintègre, le règlement contrôle précisément comment elle peut se décomposer, en quoi elle peut se transformer, musique, et à quelle fréquence une certaine particule lourde peut se briser en un ensemble de particules plus légères, la plupart du temps, et en un ensemble différent seulement de temps en temps. Les scientifiques mesurent ces schémas depuis des décennies et ils correspondent au modèle standard avec une précision étonnante. C'est pourquoi la décomposition est un outil si puissant. Elle fonctionne comme une empreinte digitale. Si vous observez suffisamment de particules se désintégrer et comptez la fréquence d'apparition de chaque motif, vous pouvez vérifier si l'univers obéit véritablement à ses propres règles. Lorsque les comptes correspondent aux règles, tout est calme. Lorsque les résultats sont erronés, les alarmes se déclenchent. Le CERN est en quelque sorte une gigantesque usine de surveillance de la désintégration. Les collisions créent des essaims de particules lourdes et instables, et les détecteurs enregistrent la façon dont chacune d'elles se désintègre. La plupart des dégradations sont courantes et bien comprises. Les scientifiques les ont observées des millions de fois, attendues, classées. Mais les décompositions les plus rares sont les véritables trésors. Certaines ruptures n'arrivent qu'une fois sur 1 million, voire moins. C'est précisément dans ces rares événements que se cachent les surprises. Une nouvelle particule étrange, trop lourde pour que le collisionneur puisse jamais la créer directement, pourrait néanmoins intervenir comme une main invisible et dévier légèrement une désintégration rare de sa trajectoire. Voilà le rêve. Trouver une dégradation si rare et si délicate qu'une force inconnue tapie hors de portée y laisse son empreinte. Surprenez l'univers en train de transgresser ses propres règles là où personne ne regardait. Pendant des années, l'équipe en charge de LHCb a traqué une désintégration de ce type. Une rupture si rare qu'elle se produit environ une fois sur 1 million. Ils ont observé, attendu et compté, accumulant des centaines de milliards de crashs à la recherche de la moindre de ces étranges événements. Lorsqu'ils ont enfin rassemblé suffisamment de données et comparé le résultat au règlement, les chiffres ont refusé de correspondre. La désintégration se comportait d'une manière que le modèle standard ne pouvait pas expliquer. Et le nom de cette rupture anticonformiste nous ramène directement à un animal tout à fait inattendu. Des physiciens ont nommé l'un des phénomènes les plus étranges de l'univers d'après un oiseau de dessin animé, et la raison est d'une absurdité réjouissante. Pour y parvenir, il faut d'abord rencontrer la vedette de notre mystère, une particule appelée Maison B. Lorsque le collisionneur fait s'entrechoquer des protons, les débris forment parfois cette petite masse compacte. Nichée à l'intérieur, il s'agit d'un élément constitutif rare et imposant que les scientifiques appellent le quark beauté. Ce quark rend le Maison B si particulier, et il le condamne aussi. Le Maison B est instable, il se désintègre donc presque instantanément après sa formation. Le plus souvent, cela se produit de manière simple et ordinaire, mais très rarement, environ une fois sur 1 million, il se produit quelque chose de bien plus rare. Il se brise d'un seul coup en 4 particules plus petites. 2 d'entre eux sont appelés kaons et pions, des particules légères que l'on retrouve partout en physique des particules.
Les deux autres sont des muons, que l'on peut se représenter comme des électrons qui se sont musclés et ont pris du volume, devenant plus lourds et plus puissants que les électrons normaux. Alors pourquoi diable appelle-t-on cela un pingouin? Dans les années 1970, un jeune physicien a perdu un pari amical lors d'une partie de fléchettes. L'accord stipulait qu'il devait glisser le mot pingouin dans son prochain article scientifique. Il étudiait précisément ces désintégrations, et les scientifiques adorent représenter les désintégrations sous forme de petits schémas qui illustrent les transformations. En observant le schéma de ce type de rupture, avec sa boucle et ses lignes pendantes, il a trouvé que cela ressemblait un peu à un pingouin debout. Le nom était une blague. Ça a quand même collé. Aujourd'hui, des scientifiques sérieux du CERN affirment, sans le moindre sourcil, que les manchots se décomposent. Derrière ce nom loufoque se cache une idée on ne peut plus sérieuse. Cette désintégration est l'un des meilleurs pièges de toute la physique. Voici pourquoi. C'est tellement rare et tellement délicat que la moindre influence extérieure se manifesterait de façon flagrante. Imaginez un étang parfaitement immobile. Jetez un seul caillou dans l'eau et vous verrez chaque ondulation. La décomposition anarchique courante est comme une mer déchaînée où un caillou disparaît sans laisser de traces. Mais ce qui est rare chez les pingouins, c'est que cet étang est immobile. Si une particule inconnue se cache dans l'obscurité, trop lourde pour que le collisionneur puisse jamais la créer directement, elle pourrait tout de même intervenir comme une main invisible et perturber cette fragile rupture. Et nous en verrions les répercussions. Voilà toute la stratégie. On ne peut pas toujours attraper le monstre lui-même, mais on peut observer un étang calme et guetter l'éclaboussure qu'il laisse derrière lui. L'équipe en charge de LHCb est donc partie à la chasse. Ils ont passé au crible une quantité de données presque inimaginable, environ 650 milliards de mésons B, enregistrés sur plusieurs années d'accidents. De cette montagne, ils ont extrait la poignée de décomposition les plus rares parmi les rares, et les ont toutes alignées pour les étudier. Alors, ils ont fait quelque chose d'intelligent. Ils n'ont pas simplement compté la fréquence d'apparition de la musique du pingouin. Ils ont mesuré exactement comment il s'est désintégré, les angles, les directions dans lesquelles les muons ont volé, les moindres détails que le règlement prétend prédire jusqu'à la dernière décimale musicale. Et lorsqu'ils ont comparé leurs mesures aux exigences du modèle standard, les chiffres ont refusé de correspondre. Le pingouin se comportait mal. Il y avait quelque chose dans la musique, dans la façon dont elle s'est effondrée, qui s'écartait des règles. Qu'est ce qui n'allait pas exactement? La réponse est un nombre étrange qui hante la physique depuis plus d'une décennie. Le phénomène du pingouin s'est produit presque exactement aussi souvent que le prévoyait le règlement. Donc, au début, rien ne semblait anormal au niveau de la musique. Le problème se cachait dans les angles. Voyez les choses comme ceci. Lorsque le méson B se brise en ses 4 morceaux, il ne s'envole pas n'importe comment. Elle se projette vers l'extérieur en formant un motif, comme des étincelles jaillissant d'un feu d'artifice. Le règlement musical ne se contente pas d'indiquer la fréquence de cet événement. Elle prétend connaître la forme de la dispersion, les angles exacts que doivent prendre les muons en s'éloignant de l'épave. Des scientifiques ont conçu un instrument de mesure spécial spécialement pour cela. Il s'agit d'un type de notation angulaire conçu par des personnes très intelligentes pour être aussi clair et fiable que possible. Ils ont travaillé dur pour éliminer les parties floues et difficiles à calculer afin que ce qui restait soit un test juste et honnête des règles musicales. Le modèle standard prédit une valeur unique pour ce score d'angle. La nature doit obéir. La nature n'a pas obéi. Le collisionneur continuait de mesurer un score angulaire qui s'écartait de la prédiction, pas complètement à côté de la plaque. Obstinément, systématiquement dans la même direction encore et encore. Voici la partie qui donne toute sa profondeur à cette histoire. Ce tremblement est ancien. Elle est apparue pour la première fois en 2013, lorsque des scientifiques ont remarqué que la partition musicale s'écartait des règles établies. À l'époque, c'était faible, le genre de chose qui aurait facilement pu être un hasard. Ils pensaient que davantage de données finiraient par effacer ce phénomène, comme une forme floue qui disparaît complètement lorsqu'on s'approche. Ils ont donc recueilli davantage de données. Le tremblement persistait. En 2016, face à un nombre encore plus important d'accidents, ils ont procédé à une nouvelle vérification. Toujours là, même direction, à peu près de la même taille. Un signal qui refuse de s'éteindre est soit une erreur que personne ne parvient à déceler,
soit il est bien réel. Puis, 20 décembre 2025. L'équipe a alors dévoilé son étude musicale la plus ambitieuse à ce jour, construite à partir de l'ensemble de données le plus vaste et le plus soigneusement nettoyé qu'elle ait jamais rassemblé. Des années de travail, des centaines de milliards de décompositions, l'observation la plus précise de ce pingouin jamais réalisée. Le déséquilibre n'a pas seulement survécu, il s'est amplifié. Lorsque tous les éléments ont été combinés, l'écart entre la mesure et le règlement a atteint un niveau que les scientifiques appellent 4 sigma. Imaginez un bras de fer entre deux nombres, la prédiction d'un côté, la mesure de l'autre, et la corde tendue à son maximum. La réaction fut immédiate. Les physiciens qui avaient observé ce nombre fluctuer pendant plus d'une décennie se sont penchés pour l'observer de près. Pendant des années, ils ont nourri un espoir discret et une peur encore plus discrète. On espérait que le règlement se fissurait enfin, révélant ces pages manquantes dont tout le monde sait qu'elles existent. On craignait que tout cela ne soit qu'un coup du sort ou une erreur de calcul. Four Sigma a fait prévaloir l'espoir sur la peur, de justesse, avec précaution mais prévaloir. Vous avez probablement déjà entendu des scientifiques utiliser des termes comme sigma sans jamais les expliquer. Ça ressemble à du jargon, et la plupart des vidéos passent directement à l'étape suivante. Mais ce seul mot fait toute la différence musique entre un titre et un bâillement, entre une véritable découverte et un fantôme qui trompe tout le monde. Donc, avant d'aller plus loin, il vous faut de la musique pour comprendre exactement ce que signifie 4 sigma et pourquoi ce nombre à lui seul a fait retenir leur souffle aux scientifiques expérimentés. Sigma n'est qu'un mot compliqué pour une question simple. À quel point devriez-vous être choqué? Permettez-moi de vous montrer avec une pièce de monnaie. Lancez une pièce 10 fois. Vous ne seriez pas du tout surpris d'avoir 6 ou 7 têtes musicales. C'est le hasard normal, le soubresaut quotidien de la chance. Mais si vous lancez une pièce 10 fois et que vous obtenez 10 faces d'affilée, vos sourcils se lèveront. Lancez-la 100 fois et obtenez 100 fois face, et vous cesserez de croire que c'est une pièce équilibrée. Il se passe quelque chose. Sigma mesure précisément ce sentiment, mais avec des chiffres concrets plutôt qu'avec l'intuition. Cela vous indique à quel point un résultat s'éloigne de la chance ordinaire et banale. Un sigma, c'est rien. Les résultats s'écartent aussi fréquemment des prédictions à cause du bruit aléatoire. Imaginez que vous ratez le centre d'une cible de fléchette d'1 pouce. Cela arrive constamment. Tout sigma, c'est un peu intéressant, le genre de chose qui vous fait regarder à 2 fois, mais pas paniquer. 3 sigma commencent à paraître étranges. La fléchette atterrit toujours dans le même coin étrange, et ce, plusieurs fois de suite. Le niveau 4 sigma atteint par notre pingouin est une toute autre affaire. À 4 sigma, la probabilité que le résultat soit dû à un pur hasard tombe à environ 1 sur 16 000. Réfléchissez-y un instant. Si cette oscillation n'était due qu'à la malchance, il faudrait répéter l'expérience entière environ 16 000 fois avant que le hasard seul ne produise un incident d'une telle ampleur. Voici une façon de ressentir ce nombre. Imaginez un stade rempli de 16 000 personnes, soit environ la taille d'une foule dans une grande salle de concert. Imaginez maintenant que parmi toutes ces personnes dans cette foule en délire, une seule détient un ticket d'or. Vous tendez la main les yeux bandés, vous tirez une personne au hasard et comme par magie, vous attrapez le détenteur du billet. C'est dire à quel point il est improbable que ce balancement du pingouin soit un simple accident dû au hasard. Ainsi, lorsque les scientifiques ont vu 4 sigma, leur instinct leur a crié que quelque chose de réel se passait. La mesure ne correspondait pas aux règles établies et s'en écartait par accident. Elle était garée très loin, obstinément, l'hypothèse de la chance étant quasiment écartée. On pourrait croire que cela règle le problème. Une chance sur 16 000, ça sonne comme un succès assuré. Dans presque tous les autres domaines, ce serait le cas. Si un nouveau médicament était aussi efficace, les médecins seraient en liesse. Si les prévisions météorologiques étaient aussi fiables, vous leur feriez confiance sans hésiter. Mais la physique des particules obéit aux règles les plus dures de toute la science, plus cruelles que la médecine, plus cruelles que presque tout. Dans ce monde, une chance sur 16 000 n'est pas une découverte. Il n'y a même pas photo. Officiellement, il ne s'agit toujours que d'une possibilité, d'un indice alléchant que les scientifiques ont interdiction de célébrer ouvertement. Ça paraît insensé. Pourquoi quelqu'un laisserait-il passer une telle opportunité? Pourquoi refuser de considérer quelque chose comme réel quand la chance a été réduite à une chance sur 16 000?
La réponse révèle le côté le plus paranoïaque et le plus discipliné de toute la science. Les physiciens ont déjà été fortement déçus par des signaux qui semblaient tout aussi convaincants et qui ont ensuite disparu comme par magie. Pour comprendre pourquoi ils s'obstinent autant, il faut connaître l'étalon or brutal qu'ils refusent d'enfreindre. Pour annoncer officiellement une découverte, les physiciens exigent un niveau de preuve tellement extrême qu'ils frisent la paranoïa. Le chiffre magique est 5 sigma, soit un cran au-dessus de la position de notre pingouin. Pourtant, ce simple pas représente un bond de géant. À 5 sigma, la probabilité que le résultat soit un simple hasard chute à moins d'1 sur 1 million, soit environ une chance sur 2 millions. Ce n'est que lorsque le signal atteint un tel niveau que les scientifiques sont autorisés à se lever et à prononcer le mot « découverte » sans être ridiculisés. Alors, pourquoi une norme aussi brutale? Pourquoi un cas sur 16 000 est-il traité comme une rumeur alors qu'un cas sur 2 millions est considéré comme une vérité? La réponse se cache dans un problème sournois appelé le piège de la recherche omniprésente. Imaginez ceci. Les scientifiques du CERN ne mènent pas une seule expérience. Ils effectuent des milliers de mesures, vérifient d'innombrables particules, examinent d'innombrables façons dont les choses peuvent se dégrader année après année. Rappelons-nous qu'un événement exceptionnel de 4 sigma peut survenir par pur hasard environ une fois sur 16 000. Lorsqu'on mesure des dizaines de milliers de choses, une coïncidence sur 16 000 cesse d'être rare. Il devient presque certain qu'il finira par apparaître quelque part par pur hasard. Imaginez une loterie géante. Vos chances personnelles de gagner sont infimes. Mais si vous vendez suffisamment de billets à suffisamment de personnes, il y aura forcément un gagnant. Ce vainqueur n'a rien fait d'exceptionnel. Ils ont tout simplement eu de la chance parmi des millions d'autres. Un écart de 4 sigma peut être exactement ce genre de gagnant accidentel. Une coïncidence qui ne paraît significative que parce que de nombreux chiffres ont été vérifiés. L'histoire a maintes fois prouvé le contraire aux physiciens. Des signaux qui semblaient inébranlables se sont évaporés dès l'arrivée de nouvelles données. De vrais scientifiques, consciencieux et rigoureux, se sont enthousiasmés, ont rédigé des articles, donné des conférences, puis ont vu leurs belles découvertes s'évaporer. C'est humiliant. C'est aussi ainsi que la science se protège contre le fait de tromper tout le monde, y compris ses propres fervents défenseurs. Ainsi, 5 sigma est devenu le mur. Croisez le pas, musical, et les chances d'être trompé par la chance sont si faibles que le résultat ne peut être que réel. Restez en dessous, et aussi excitante que soit l'allusion, la musique restera classée dans la catégorie peut-être. C'est pourquoi, même aujourd'hui, le règlement musical reste techniquement toujours en vigueur. Le balancement du pingouin est bruyant. Il est têtu. Elle a survécu pendant plus d'une décennie et n'a fait que se renforcer. Mais elle n'a pas encore franchi le seuil des 5 sigma. La position officielle reste donc prudente. Le modèle standard n'a pas chuté. Il commence à peine à trembler. On peut ressentir la tension que cela crée. Les scientifiques sont face à un résultat qui dépasse les probabilités d'une chance sur 16 000. Un résultat qui refuse de disparaître depuis des années. Et ils doivent encore se mordre la langue et dire peut-être. L'enthousiasme est bien réel. La discipline la freine également. Un indice de 4 sigma provenant d'une seule machine pourrait, en théorie, correspondre à un défaut caché que personne n'a encore repéré. Une pièce rayée, un bug sournois dans le logiciel, un laboratoire qui se berce d'illusions. Il y avait donc une question qui importait plus que toute autre. Est-ce que quelqu'un d'autre voyait ça? Une machine totalement différente, construite par une équipe rivale, avec des pièces et des méthodes différentes, pourrait-elle examiner le même pingouin et trouver la même fissure? La réponse a transformé une allusion discrète en quelque chose de bien plus difficile à ignorer. Si une machine voit un fantôme, c'est la machine qu'il faut blâmer. Si 2 machines construites par des équipes rivales voient le même fantôme, il faut commencer à croire au fantôme. N'oubliez pas que le collisionneur ne dispose pas d'un seul détecteur observant ces collisions. L'équipe qui poursuivait le pingouin a utilisé LHCb, le télescope spécialisé construit pour étudier ces désintégrations délicates. Mais ailleurs, autour de ce même anneau géant, se trouve un autre détecteur monstrueux appelé CMS. C'est le poids lourd. Celui qui pèse plus de 30 gros porteurs chargés empilés les uns sur les autres, formes différentes parties, logiciels différents.
dirigé par une armée de scientifiques totalement indépendante qui ne rêvent que d'une chose, prouver que leurs rivaux ont tort. Cette rivalité est l'arme secrète de la science. Lorsque deux équipes concurrentes utilisent deux machines différentes et arrivent au même résultat, il devient très difficile de balayer ce résultat d'un revers de main en le qualifiant de simple erreur. Un défaut dans un détecteur ne se manifeste presque jamais exactement de la même manière dans un détecteur totalement différent. Les scientifiques ont donc attendu de voir ce que le CMS dirait à propos de ce pingouin. Il a constaté la même chose. Lorsque l'équipe du CMS a mesuré le même type de dégradation, son résultat s'est écarté des règles établies dans la même direction et d'une quantité similaire. Leurs mesures n'étaient pas aussi précises que celles du LHCb1. Imaginez deux personnes décrivant la même silhouette sombre de l'autre côté d'un champ. L'un d'eux a des jumelles, l'autre a les yeux nus. Celui qui a des jumelles voit plus de détails, mais tous deux pointent le même endroit et disent « Oui, il y a quelque chose là-bas ». Deux machines, deux équipes, deux manières complètement différentes de traiter les données, pointant toutes deux vers la même lacune, au même endroit, dans la même direction. C'est à ce moment que l'histoire a basculé. Un signal isolé de 4 sigma provenant d'un seul détecteur est le genre de choses dont les physiciens chevronnés ont appris à se méfier, car ils ont déjà été dupés par exactement la même chose. Mais un flottement qui se manifeste sur deux machines indépendantes, c'est une toute autre histoire. C'est la différence entre un témoin et deux, entre une seule photo floue et deux photos prises de l'autre côté de la pièce. L'ensemble de ces éléments constitue désormais l'argument le plus convaincant depuis des années qu'une réalité véritablement nouvelle pourrait se cacher au plus profond de son être. Non prouvé. Ce n'est pas une découverte. Le mur des 5 sigma reste intact, mais pour la première fois depuis longtemps, le manuel de règles qui a régi la physique pendant 50 ans semble bel et bien erroné. Et deux géants de la musique distincts murmurent tous deux le même avertissement. Vous pouvez imaginer l'effervescence, conférences animées, débats tardifs. Des scientifiques qui avaient passé toute leur carrière à faire confiance au modèle standard ont soudainement été contraints de se demander si les pages musicales manquantes étaient enfin en train de se révéler. Et pourtant, même lorsque deux machines sont d'accord, les personnes les plus intelligentes présentes refusent de célébrer pleinement. Ils ne le peuvent pas car il reste une faille. Une possibilité complexe et frustrante qui pourrait expliquer toute cette oscillation de manière banale, sans aucune nouvelle théorie physique. En fin de compte, la musique se résume à un calcul mathématique si diaboliquement difficile que personne sur Terre ne peut le résoudre correctement. Si ces calculs complexes dissimulent un effet plus important qu'on ne le pense, tout le mystère pourrait se résorber et se fondre à nouveau dans les règles de l'art sans laisser de traces. Et, fidèle à la grande tradition de cette histoire, ce fauteur de troubles possède son propre surnom musical ridicule. Tout ce mystère pourrait s'effondrer à cause d'un minuscule fauteur de troubles que les scientifiques ont surnommé le charmant pingouin. Le nom sonne adorable, mais le problème qui se cache derrière est un véritable cauchemar. Pour le comprendre, il faut se rappeler pourquoi les scientifiques font confiance à la musique et à leur score d'angle en premier lieu. Ils affirment que le règlement prédit ce nombre avec une précision chirurgicale. Donc, lorsque les mesures reviennent, il semble que le règlement soit erroné. Mais voilà le hic. Pour connaître la prédiction exacte, il faut faire quelques calculs. Et une partie de ces calculs mathématiques est si extrêmement difficile que personne sur la planète ne peut la résoudre de manière définitive. Cette partie complexe implique un ingrédient particulier appelé quark charm. Lorsque le meson du faisceau se désintègre, les quark charm peuvent brièvement s'insérer dans le processus, presque comme des invités supplémentaires se faufilant dans une photo à la dernière seconde. Ces quarks charm instables rendent la prédiction difficile. Ils ajoutent une tâche aux mathématiques que les scientifiques ne peuvent pas complètement effacer, car cette tâche implique un quark charm qui s'insinue dans la désintégration du pingouin. Les physiciens ont souri et l'ont appelé le charmant pingouin. Vous pouvez maintenant constater le danger. Si ces sournois quarks charmeurs ont un effet plus important que les scientifiques ne le pensent, ils pourraient à eux seuls dévier le score angulaire. Pas de nouvelles particules, pas de pages manquantes, pas de révolution, juste un élément connu du règlement que personne n'a suffisamment bien calculé. Toute cette oscillation palpitante pourrait bien n'être que de la physique ordinaire déguisée.
Quel est donc l'impact réel du charme du pingouin? Voilà la question à plusieurs millions de dollars. Et la réponse honnête est que personne n'en est complètement sûr. Les meilleurs calculs que les scientifiques peuvent effectuer suggèrent que la tache de quark-charme est trop petite pour expliquer l'ensemble de l'oscillation. Les chiffres sont insuffisants. Cela laisse présager quelque chose de véritablement nouveau. Mais il y a un problème qui nous remet les idées en place. Les calculs sont tellement complexes que les scientifiques ne peuvent pas se fier entièrement à leurs propres réponses. Imaginez essayer de mesurer la largeur d'un seul cheveu humain à l'aide d'une règle de votre trousse. La règle ne mesure qu'un quart de pouce. Même en plissant les yeux avec la plus grande attention, vous ne pouvez tout simplement pas lire une mesure aussi précise. Cet outil est trop encombrant pour cette tâche. Le calcul du quark-charme est très similaire. La question est délicate, et les outils mathématiques ne sont tout simplement pas assez précis pour donner une réponse finale sans ambiguïté. C'est cette faille qui permet au règlement de rester en vigueur. Tant que les scientifiques ne pourront pas exclure la possibilité qu'il s'agisse d'un pingouin dodu et charmant, ils ne pourront pas être certains que ce balancement soit dû à un nouveau phénomène physique. L'explication ennuyeuse refuse de disparaître complètement. La situation est donc en équilibre précaire. D'un côté, deux machines distinctes observent la même fissure, et les calculs mathématiques les plus précis indiquent que le quark-charme ne peut pas la combler. Selon cette interprétation, l'univers laisse entrevoir quelque chose d'inédit. De l'autre côté, un calcul diabolique que personne ne peut mener à son terme pourrait bien dissimuler une tâche plus importante qu'on ne l'imagine, prête à engloutir tout le mystère et à faire voler en éclats le règlement. C'est précisément pour cette raison que les scientifiques refusent de célébrer. Ils sont déjà venus ici. Ils ont contemplé un signal magnifique et convaincant qui a défié toutes les probabilités, ont écrit des articles enthousiastes à son sujet, puis l'ont vu s'effondrer en poussière. Il existe une histoire qui hante tous les physiciens qui observent ce pingouin, un signal qui paraissait encore plus fort que celui-ci, une découverte que des centaines de scientifiques se sont empressés d'expliquer, puis presque du jour au lendemain, elle a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Ce fantôme est l'histoire édifiante que vous devez entendre ensuite. Il y a quelques années, ce même collisionneur a révélé aux scientifiques une anomalie dans les données si passionnante que des centaines d'entre eux ont tout abandonné pour la poursuivre. Puis elle a disparu, et la leçon reste douloureuse. L'incident remonte à 2015 environ. Deux des détecteurs géants du CERN, fonctionnant séparément, ont tous deux détecté quelque chose d'étrange lors de leurs incidents. Lorsque certaines collisions produisaient des paires de particules légères, un nombre inhabituel de ces paires avait à peu près le même poids important, une valeur proche de 750 sur l'échelle utilisée par les physiciens. Un petit enchaînement d'événements, se situant exactement là où le règlement ne prévoyait rien de particulier. Une bosse comme ça, c'est le rêve. C'est l'empreinte digitale classique d'un tout nouveau quelque chose de lourd et d'inconnu, apparaissant brièvement puis se désagrégeant en cette paire révélatrice. Et le plus passionnant, c'est que deux détecteurs différents, utilisés par des équipes rivales, ont tous deux détecté la même anomalie au même endroit. C'est précisément ce qui rend un signal difficile à ignorer. La même chose se produit aujourd'hui avec notre pingouin. Le monde de la physique s'est enflammé. Les scientifiques ont examiné la bosse, ont fait un calcul rapide et ont réalisé qu'elle avait une intensité d'environ 3 à 4 sigma, suffisamment forte pour faire battre les cœurs la chamade, suffisamment forte pour paraître réelle. Et c'est ainsi que commença la ruée vers l'or. En quelques mois seulement, les scientifiques ont publié environ 500 articles pour tenter d'expliquer cette anomalie. 500. Des chercheurs du monde entier ont veillé tard pour élaborer des théories sur ce que pourrait être cette nouvelle particule, quels secrets elle pourrait révéler, comment elle pourrait bouleverser les règles. Les carrières ont pris un tournant décisif, les réputations se sont mises en jeu. Chacun voulait être le premier à nommer la découverte du siècle, puis d'autres données sont arrivées. Le collisionneur a continué de fonctionner et de collecter les accidents. Les scientifiques ont intégré les nouvelles données dans la même analyse, les yeux rivés sur ce point magique proche de 750, attendant que la bosse prenne de l'ampleur et franchisse le seuil des 5 sigma pour atteindre la gloire. La bosse a diminué, puis elle s'est aplatie, puis elle a disparu comme si quelqu'un l'avait discrètement effacée. Tout cela n'était qu'un coup de chance,
un enchaînement aléatoire d'événements ordinaires qui s'étaient combinés par hasard et avaient trompé tout le monde. Musique. Exactement le genre d'accident dont les statistiques nous avertissent qu'il peut passer inaperçu lorsqu'on examine suffisamment de chiffres. 500 articles écrits sur une particule qui n'a jamais existé. La bosse n'était qu'un fantôme, et le fantôme s'est évaporé dès que la lumière est devenue plus vive. Ce n'était pas la première fois. Des années auparavant, une autre machine du CERN avait détecté un soupçon de particule qui avait atteint près de 4 sigma avant de disparaître, laissant place à davantage de données. Un autre laboratoire a un jour observé un signal encore plus fort, et celui-ci s'est lui aussi dissous dans le néant. À maintes reprises, de beaux résultats ont attiré des personnes brillantes, pour ensuite disparaître comme un mirage sur une route brûlante. Cette histoire est comme de l'eau froide que tout physicien garde à portée de main. C'est pourquoi il refuse de sabrer le champagne pour notre pingouin, aussi tenace que paraissent son vacillement, aussi nombreuses que soient les machines qui donnent leur accord. Ils ont été brûlés. Ils se souviennent du fantôme des 750. Ils savent que la chance peut revêtir un masque très convaincant. L'équipe qui étudie le pingouin maintient donc sa position. Ils disent peut-être. Ils disent que c'est prometteur. Ils affirment que les preuves s'accumulent. Ils ne parleront pas de découverte, car ils refusent d'être dupés 2 fois. Et pourtant, si l'oscillation du pingouin est réelle, si elle résiste à la prochaine vague de données, elle soulève la question la plus passionnante de cette histoire. Qu'est-ce qui tire exactement? Quelle force invisible pourrait bien s'insinuer dans la décomposition et tordre les lois de la réalité? Si cette oscillation est réelle, alors quelque chose d'invisible s'insinue dans cette dégradation et la dévie de sa trajectoire. Et quoi que soit cet objet, le collisionneur ne peut pas le voir directement. Cela paraît impossible. Comment détecter une particule que votre machine n'est pas assez puissante pour créer? La réponse est l'une des astuces les plus ingénieuses de toute la science, la musique, et elle fonctionne un peu comme un détective résolvant un crime dont personne n'a été témoin. Imaginez une pièce immobile où une porte s'ouvre lentement d'elle-même. On ne voit jamais de main, on n'entend jamais de pas. Mais la porte a bougé, donc quelque chose l'a poussé. En étudiant précisément comment il s'est balancé, à quelle vitesse, sur quelle distance et dans quelle direction, on peut déduire une quantité surprenante d'informations sur la chose invisible qui a effectué la poussée, même si elle était restée complètement hors de vue. Voilà toute l'idée derrière le pingouin. Une décomposition rare doit se dérouler de manière précise. Si une particule cachée existe, même une particule bien trop lourde pour que le collisionneur puisse la construire, elle peut tout de même s'insérer furtivement dans le processus pendant un infime instant et en modifier le résultat. Nous ne voyons jamais la particule. Nous ne voyons que l'inclinaison. L'angle plié correspond à la porte battante. Cette astuce a déjà permis de résoudre de grands mystères. Il y a plus d'un siècle, des scientifiques ont étudié une forme étrange de radioactivité, une façon dont certains atomes se désintègrent silencieusement. Ils pouvaient le mesurer, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui le provoquait. La particule réellement responsable est restée cachée pendant environ 80 ans, jusqu'à ce qu'une machine suffisamment puissante la crée enfin et confirme sa présence depuis le début. L'indice est apparu en premier, la preuve est apparue des générations plus tard. Alors qu'est-ce qui pourrait bien tirer notre pingouin? Les scientifiques ont quelques suspects, et ils sont pour le moins originaux. Une idée est une force de la nature totalement nouvelle. Vous connaissez déjà quelques forces en présence. La gravité vous maintient au sol. Une autre force illumine les aimants et l'électricité. Il se peut qu'il existe une 5e force, ténue et discrète, que nous n'ayons tout simplement jamais remarquée, car elle murmure à peine. Une force de cette ampleur pourrait s'exercer sur le pingouin, juste assez pour le plier. Un autre suspect est une nouvelle particule étrange qui fait quelque chose qu'aucune particule connue ne peut faire. Il servirait de pont, reliant 2 familles de particules que le règlement maintient strictement séparées. Imaginez un couloir secret reliant 2 parties d'un bâtiment censées être séparées l'une de l'autre. Si une particule de cette nature existe, elle pourrait discrètement exercer une influence à travers ce couloir caché et remodeler le cours de la décomposition. Voici la partie stupéfiante. Si l'un ou l'autre des suspects est avéré, ce serait la première brèche dans le règlement le plus efficace de l'histoire. La première preuve irréfutable que le modèle standard comporte des pages manquantes. Pour la première fois en 50 ans,
la physique a entrevu quelque chose de véritablement insoupçonné. Des chapitres entiers de la science s'ouvriraient. Un moment qui bouleverse les manuels scolaires et redéfinit notre compréhension de la musique et de tout ce qui existe. C'est pourquoi les enjeux semblent presque irréels. Un angle déformé dans une dégradation rarissime, une chance sur 1 million, pourrait être le fil conducteur qui fait s'effondrer toute notre vision de la réalité. Mais le pingouin n'est qu'un des mystères du CERN. Et pour saisir toute la portée de ce que cette machine a découvert, il faut revenir à sa victoire la plus célèbre. Une particule traquée pendant près de 50 ans. Une particule qui explique quelque chose d'étrange concernant votre propre corps en ce moment même. Il existe une particule qui détermine votre poids. Et les scientifiques l'ont traquée pendant près de 50 ans avant de finalement l'attraper. Il s'agit du boson de Higgs. Et pour comprendre pourquoi c'est important, il faut se poser une question qui paraît presque trop simple. Pourquoi quoi que ce soit aurait-il un poids? Pourquoi une boule de bowling est-elle lourde et une plume légère? Pourquoi une planète exerce-t-elle une force d'attraction plus importante qu'un caillou? La réponse profonde est plus étrange que vous ne l'imaginez. Dans les années 1960, un scientifique discret du nom de Peter Higgs a proposé une idée bizarre. Il a suggéré que tout l'espace, chaque pouce carré, est secrètement rempli d'un champ invisible. Ni l'air, ni la lumière, quelque chose de bien plus étrange, tissé dans le vide lui-même. Et lorsque des particules se déplacent dans ce champ caché, celui-ci exerce une force d'entraînement sur elles. Cette résistance, c'est ce que nous ressentons en tant que masse. Imaginez-vous en train de traverser une pièce. Facile. Imaginez maintenant que vous traversez une piscine à gué. L'eau vous colle à la peau, vous ralentit, alourdit chaque pas. Le champ de Higgs fonctionne un peu comme cette piscine, sauf qu'il remplit l'univers entier. Certaines particules le perçoivent à peine, la musique, et glissent presque intactes, restant légères. D'autres sont saisies violemment et deviennent lourds. Le degré d'interaction de chaque particule avec le champ détermine son poids. Cette idée était magnifique, et pendant des décennies, elle n'est restée qu'une idée. Pour prouver que le champ était réel, les scientifiques devaient trouver sa particule correspondante, une ondulation musique dans cette eau invisible. Ils l'ont appelée la particule de Higgs. Le problème, c'est qu'il est lourd, fragile, et qu'il se détériore presque instantanément. Musique, pour l'attraper, il faudrait une machine bien plus puissante que tout ce qui existe. Cette machine est devenue le grand collisionneur de hadrons. La découverte du boson de Higgs était l'une des principales raisons de sa construction. Pendant des années, les détecteurs géants, musique, ont fait s'entrechoquer des protons et ont passé au crible les débris à la recherche de la faible empreinte d'une particule qui avait disparu, musique, au moment même de sa formation. En 2012, ils l'ont trouvée. La foule au CERN a explosé de joie. Peter Higgs, alors âgé, était assis dans le public et essuyait ses larmes, tandis que les scientifiques confirmaient l'existence de la particule qu'il avait imaginée un demi-siècle plus tôt. Ce fut l'une des plus grandes victoires de l'histoire des sciences. Le règlement avait fait une promesse audacieuse, et l'univers l'avait tenue. Voilà pourquoi cela vous concerne directement. Sans le champ de Higgs, les particules n'auraient pas de poids. Sans aucun poids, ils fileraient tous à la vitesse de la lumière, sans jamais ralentir, sans jamais se coller les uns aux autres. Les atomes ne pouvaient pas se former. Sans atomes, musique, il n'y a pas de molécules, pas d'eau, pas de roche, pas d'air, pas de cellules, pas de toit. Le simple fait que vous soyez assis ici, fait de matière solide, existe parce que ce champ invisible agrippe les particules de votre corps et leur donne un poids. Le boson de Higgs n'est donc pas une curiosité lointaine. C'est la raison même pour laquelle vous avez un corps, la raison pour laquelle l'univers est rempli de choses au lieu d'être simplement un flou de lumière qui file à toute allure. Et cette découverte a prouvé quelque chose de puissant. Quand le règlement avance une prédiction audacieuse, il a tendance à être juste, ce qui rend l'hypothèse du pingouin encore plus difficile à réfuter. Le même type de physique qui a permis de résoudre le problème du boson de Higgs murmure aujourd'hui que quelque chose cloche, mais le boson de Higgs explique comment on obtient un corps. Cela ne répond pas à une énigme bien plus profonde. Pourquoi y a-t-il quoi que ce soit à prendre en compte au départ? Selon toutes les règles connues des scientifiques, vous ne devriez pas exister. Il ne devrait pas en être de même pour les étoiles, les planètes, ni même un seul grain de poussière. L'univers devrait être vide. Il s'agit là de l'un des plus grands mystères non résolus de toute la science,
et il commence au moment même de la naissance de l'univers. Revenons au Big Bang, à cette explosion d'énergie colossale qui a tout déclenché. Dans ce premier instant brûlant, l'univers n'était que pure énergie. Et l'une des règles les plus strictes de la physique stipule que lorsque l'énergie se transforme en matière, elle ne produit jamais qu'une seule chose. Cela forme toujours une paire assortie. À chaque fois qu'une particule de matière apparaît, une version miroir apparaît à côté d'elle. Les scientifiques appellent cette version miroir de l'antimatière. À chaque particule de matière correspond une particule d'antimatière égale, née ensemble dans le même éclair. Ces deux éléments sont parfaitement opposés, créés en quantité identique, à chaque fois. Les calculs mathématiques sont rigoureux. La matière et l'antimatière doivent toujours s'équilibrer parfaitement jusqu'à la dernière particule. Voici maintenant la partie mortelle. Lorsqu'un morceau de matière rencontre son antimatière jumelle, ils ne rebondissent pas, ils ne collent pas. Ils s'anéantissent mutuellement, disparaissant dans une explosion d'énergie pure. Annihilation mutuelle totale. Rien de solide n'a été laissé sur place. Un simple éclair de lumière là où se trouvaient deux particules. Suivez donc cette logique jusqu'à son funeste aboutissement. Le Big Bang aurait dû créer de la matière et de l'antimatière en quantité parfaitement égale. Puis, à mesure que le jeune univers se refroidissait et devenait plus dense, chaque particule de matière aurait dû entrer en collision avec une particule d'antimatière et être anéantie. Absolument tous. L'univers tout entier aurait dû s'annihiler dès ses premiers instants, ne laissant derrière lui qu'une mer de lumière se répandant dans un espace vide infini. Pas de galaxie, pas de soleil, pas de terre, pas de vie. Un vide froid et lumineux, là où aurait dû se trouver un univers. Mais regardez autour de vous. L'affaire a manifestement survécu. Les étoiles brûlent, les océans se remplissent. Votre cœur bat. L'univers regorge de matière solide qui aurait dû être détruite à l'aube des temps. D'une manière ou d'une autre, la matière a échappé à la mort. Elle a échappé à la grande annihilation et a ensuite construit tout ce que vous avez jamais vu. Cette évasion reste le mystère. Les scientifiques appellent cela le problème matière-antimatière, et c'est l'une des plus profondes failles dans notre compréhension de la réalité. Le règlement stipule que tout aurait dû s'annuler. La réalité dit que non. L'un des deux doit être incomplet. Et jusqu'à présent, ce sont les règles qui perdent. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de ce piège. Le Big Bang n'aurait finalement pas pu être parfaitement équilibré. D'une manière ou d'une autre, la matière a dû être créée en une quantité légèrement supérieure à celle de l'antimatière. Un surplus microscopique, un léger déséquilibre. À quel point minuscule. Les scientifiques estiment que pour chaque milliard de particules d'antimatière, il y avait environ 1 milliard et une particule de matière. Presque tout a été anéanti. 1 milliard de paires s'anéantissant dans des éclairs de lumière. Et de chaque vague de destruction, une seule particule de matière solitaire a survécu. Ces survivants solitaires sont tout pour nous. Chaque atome de votre corps, chaque étoile du ciel, est constitué des rares vestiges d'une guerre qui a presque vidé l'univers de son contenu. Vous êtes fait de cette personne sur 1 milliard qui a survécu. Mais cela soulève une question cruciale. Qu'est ce qui a donné l'avantage à la matière? Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en sa faveur? Et le CERN pourrait-il réellement surprendre l'univers en train de tricher en ce moment même? Pour expliquer votre existence, les scientifiques ont dû surprendre l'univers en train de faire des préférences. Et en 2025, le collisionneur a finalement réussi à le prendre la main dans le sac. Vous vous souvenez de l'énigme? Le Big Bang aurait dû créer de la matière et de l'antimatière en quantité parfaitement égale. Et ils auraient dû s'anéantir mutuellement. Pour que l'univers survive, il fallait que quelque chose vienne rompre l'équilibre. La matière avait besoin d'un avantage secret sur l'antimatière, même microscopique, pour laisser derrière elle les résidus qui allaient devenir toute chose. Les scientifiques se sont donc mis en quête de cet avantage. Ils ont posé une question pertinente. La matière et l'antimatière sont-elles réellement des images miroirs parfaites l'une de l'autre? Ou si l'on regarde de plus près, l'un d'eux ne se comporte-t-il pas légèrement différemment de l'autre? Si les deux étaient véritablement identiques en tout point, l'univers se serait annulé. Ainsi, la survie de toute chose dépend d'un minuscule défaut dans le miroir. Les physiciens ont donné un nom à ce défaut. On appelle cela une violation de symétrie,
ce qui est une façon élégante de dire que le miroir est légèrement fissuré. Et la matière et l'antimatière ne correspondent pas tout à fait. Les scientifiques avaient déjà repéré des indices de cette fissure il y a des décennies, mais seulement dans une petite famille de particules. Ils ne pourraient jamais savoir si le même défaut apparaissait dans les éléments constitutifs ordinaires du quotidien qui composent les protons et les neutrons musicaux, la matière même de votre corps. Et ce sont ces éléments constitutifs qui comptent vraiment, car ils constituent l'univers. L'équipe en charge de l'HCB s'est donc mise à la recherche. Ils ont étudié un cousin lourd et éphémère des particules qui vous composent. Une masse compacte, constituée de 3 des mêmes ingrédients de base que l'on retrouve dans chaque proton. Ils ont suivi la façon dont cette particule s'est désintégrée. Ils ont ensuite suivi la désintégration de son jumeau d'antimatière. Si la matière et l'antimatière étaient des miroirs parfaits, elles devraient toutes deux se désintégrer exactement de la même manière et exactement à la même vitesse. Ils ne l'ont pas fait. L'équipe a passé au crible des années de collision, comparant sans cesse la particule à son antimatière jumelle, et un écart est apparu. La version matière et la version antimatière se sont désintégrées à des vitesses légèrement différentes. Le miroir était fissuré. Pour la toute première fois, des scientifiques ont observé avec une certitude suffisante que cette catégorie de matière ordinaire et son antimatière se comportaient différemment pour pouvoir parler d'une véritable découverte. C'était une véritable première. La fissure dans le miroir avait finalement été capturée par le type de particule qui constitue l'univers visible, la famille qui comprend les protons, musique, et les neutrons dans chaque atome de votre corps. C'était le signe le plus évident à ce jour que la nature a bel et bien ses préférences, penchant imperceptiblement vers la matière. Et pourtant, même cette victoire comporte un aspect frustrant. Des scientifiques ont mesuré la fissure. Ils ont confirmé que c'était réel. Mais lorsqu'ils ont vérifié sa taille, la fissure s'est avérée bien trop petite pour expliquer la survie de l'univers tout entier. Le léger avantage qu'elle confère à la matière est réel, mais il est loin d'être suffisant pour expliquer tout le flot de choses qui nous entourent. Ainsi, la partie la plus profonde du mystère reste encore totalement irrésolue. L'univers a clairement trompé la mort. Les scientifiques ont maintenant surpris l'individu en train de transgresser une règle, mais cette transgression est trop légère pour mener le processus à son terme. Quelque chose de plus grand, quelque chose d'encore caché, a dû donner à la matière une impulsion bien plus forte. Cette quête mène tout droit à la substance la plus étrange jamais créée par l'homme. Un genre de chose si dangereuse et si rare que le CERN l'a construit pièce par pièce, une fragile particule à la fois. À l'intérieur de ce même anneau géant, des scientifiques fabriquent la substance la plus explosive de l'univers, et une simple pression suffit à le déclencher. On l'appelle antimatière, et vous en avez déjà aperçu l'ombre. À chaque type de particule normale correspond une version opposée, une jumelle miroir avec une charge inverse. Le jumeau miroir de l'électron est le positron. Le jumeau miroir du proton est l'antiproton. Pris individuellement, ces jumeaux sont parfaitement stables et inoffensifs. Le danger ne commence que lorsqu'ils rencontrent leur partenaire habituel. Lorsque la matière et l'antimatière entrent en contact, elles ne s'entrechoquent pas et ne s'effondrent pas. Ils s'effacent mutuellement. Les deux particules disparaissent complètement, et toute leur masse se transforme instantanément en énergie pure. Rien d'autre dans la nature n'est aussi efficace. Un bâton de dynamite ne libère qu'une infime partie de son énergie cachée. Même une bombe nucléaire ne transforme qu'une infime fraction de sa matière. Mais lorsque l'antimatière rencontre la matière, la moindre trace des deux se transforme en énergie brute, sans aucun résidu. Imaginez les calculs mathématiques derrière cela. Si l'on pouvait rassembler l'équivalent d'un trombone d'antimatière et la faire entrer en contact avec l'équivalent d'un trombone de matière normale, l'explosion serait comparable à celle d'une puissante arme nucléaire. Cela provient d'une particule que vous pourriez poser sur le bout de votre doigt. C'est pourquoi l'antimatière apparaît dans tant d'histoires de science-fiction comme le carburant ultime. Le plus étrange, c'est que cette science est réelle. L'énergie est véritablement emprisonnée là-dedans. Alors pourquoi ne l'utilisons-nous pas pour alimenter les fusées et les villes? Parce que fabriquer de l'antimatière est incroyablement difficile. Et le CERN ne peut le produire qu'en quantités infimes. Nous parlons de quelques particules à la fois,
construites une à l'intérieur des machines les plus délicates jamais conçues. Si l'on additionnait tous les fragments d'antimatière que les humains ont produits intentionnellement au cours de toute l'histoire, cela ne suffirait pas à alimenter une seule ampoule pendant plus de quelques minutes. Il existe une raison plus profonde pour laquelle l'antimatière est si précieuse. Il existe à peine. Regardez l'univers tout entier, scrutez chaque galaxie visible, et vous constaterez qu'il est constitué presque entièrement de matière ordinaire. L'antimatière a disparu, anéantie lors de cette guerre antique qui a suivi le Big Bang. Donc, si les scientifiques veulent l'étudier, ils ne peuvent pas aller le trouver. Ils doivent le construire à partir de zéro, atome par atome, musical. Et sa construction ne représente que la moitié du chemin. Dès l'instant où l'on crée de l'antimatière, on se trouve confronté à un problème insoluble. Il ne peut rien toucher. Si un seul antiproton effleure la paroi de son contenant, ou même une simple particule d'air, il s'annihile en un éclair et disparaît à jamais. Chaque surface du monde est composée de matière, ce qui signifie que chaque surface est un piège qui menace de la détruire. Imaginez donc le défi. Vous devez créer la substance la plus rare et la plus explosive connue, puis la conserver sans jamais la laisser entrer en contact avec quoi que ce soit. Aucun bocal en verre ne conviendra, pas de boîte métallique, aucun récipient fait de matériaux ordinaires ne pourrait jamais le contenir, car le récipient lui-même détruirait le trésor. Les scientifiques ont dû inventer quelque chose de plus étrange, une méthode pour manipuler l'antimatière sans utiliser aucun objet solide, une bouteille faite de force pure, où les parois sont invisibles et où rien de physique ne touche jamais la substance à l'intérieur. Comment piéger quelque chose qui détruit tout ce qu'il touche? La réponse est l'une des astuces les plus ingénieuses du CERN. Pour retenir l'insaisissable, des scientifiques construisent une bouteille à partir de magnétisme, sans parois, sans couvercle et sans rien de solide à l'intérieur. Cela se passe dans une partie spéciale du CERN, dotée d'un surnom particulièrement dramatique. Ils l'appellent l'usine à antimatière. À l'intérieur, des scientifiques accomplissent quelque chose qui semble impossible. Ils prennent des antiprotons, les ralentissent, les refroidissent à une température légèrement supérieure à la température la plus basse qui existe et les incitent doucement à se lier au positron. Lorsqu'un antiproton et un positron se lient, ils forment un seul atome d'antihydrogène, l'antimatière jumelle de l'atome le plus simple de la nature. Cet atome d'antihydrogène est le prix à gagner. C'est la chose la plus rare et la plus fragile du laboratoire, et dès qu'elle se forme, le compte à rebours commence, car s'il dérive ne serait-ce qu'un peu et effleure un mur, il disparaît dans un éclat de lumière. Alors, comment le tenir? Vous utilisez un piège magnétique, parfois appelé bouteille magnétique. Imaginez un conteneur aux parois invisibles, tissé entièrement grâce à la force magnétique. L'atome d'antihydrogène flotte musique au centre même, suspendu dans l'espace vide, sans jamais toucher quoi que ce soit, musique de physique. Les champs magnétiques exercent une légère pression de toutes parts, berçant l'atome comme une main invisible qui tient une bulle de savon sans la faire éclater. C'est d'une délicatesse incroyable. L'attraction magnétique exercée sur ces atomes est incroyablement faible, si faible que la moindre perturbation peut la rompre. Une minuscule décharge de chaleur, une légère vibration, une secousse anodine dans le champ, n'importe lequel de ces éléments peut libérer l'antihydrogène, et dès qu'il se libère et heurte la paroi, il s'anéantit. Maintenir cette stabilité revient à faire tenir en équilibre une bille au sommet d'une colline, tandis que le sol tremble sans cesse. Pendant des années, les scientifiques ne pouvaient piéger ces atomes que pendant un bref instant avant de les perdre. Mais ils ont continué à améliorer les aimants, le refroidissement, le calage. Finalement, ils ont réussi quelque chose de remarquable. Ils ont maintenu les atomes d'antihydrogène stables à l'intérieur de la bouteille magnétique pendant environ 16 minutes. Cela peut paraître court, mais dans ce monde, 16 minutes avec de l'antimatière représentent une éternité. Cela a donné aux scientifiques leur première véritable opportunité d'étudier concrètement la matière au lieu de simplement l'apercevoir. Et c'est précisément l'étude de cette question qui importe. En immobilisant l'antihydrogène, les scientifiques peuvent enfin le comparer directement à l'hydrogène ordinaire. Si l'antimatière est un miroir parfait de la matière, les deux devraient être identiques en tout point mesurable. La même lumière,
le même comportement, la même réaction au monde qui les entoure. La moindre différence, aussi infime soit-elle, pourrait être un indice crucial expliquant pourquoi l'antimatière a presque entièrement disparu et pourquoi vous êtes là à vous interroger à ce sujet. Jusqu'à présent, toutes les mesures effectuées avec précision ont montré que l'antihydrogène se comporte exactement comme l'hydrogène normal. C'est presque exaspérant. Le miroir reste parfait même si l'absence d'antimatière prouve qu'il ne peut pas l'être réellement. Mais il y avait un test dont les scientifiques rêvaient depuis des décennies, une question si fondamentale qu'un enfant pourrait la poser, et pourtant si difficile à répondre qu'il a fallu près de 20 ans avant même d'essayer d'y répondre. Si vous preniez un atome d'antimatière et que vous le lâchiez simplement, dans quelle direction se déplacerait-il? Tomberait-il vers le sol comme tout ce que vous avez déjà laissé tomber? Ou ferait-il quelque chose d'inédit et remonterait-il? Pendant près d'un siècle, personne ne savait dans quel sens l'antimatière allait retomber. Et la question était tellement absurde qu'elle semblait tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Réfléchissez à quel point c'est étrange. Tu as laissé tomber 1000 choses dans ta vie. Un téléphone, une cuillère, une balle, tout est tombé, attiré par la gravité vers le sol. Cela semble être la règle la plus évidente de l'univers. Les choses tombent. Mais l'antimatière est l'opposé parfait de la matière à bien des égards. Sa charge est inversée. Sa nature même est inversée. Les scientifiques ont donc dû poser une question honnête. Et si sa gravité était inversée, elle aussi? Et si lorsqu'on lâche un atome d'antimatière, il flottait vers le haut au lieu de tomber? Et si l'antigravité existait et que l'antimatière en était la clé? Il s'agissait d'une véritable question scientifique, débattue sérieusement pendant des décennies. Si l'antimatière retombait dans le ciel, cela bouleverserait notre compréhension de la gravité et remettrait en cause l'une des plus grandes théories de toute la science. Cela pourrait même expliquer pourquoi l'antimatière est si rare. Peut-être s'était-elle éloignée, repoussée partout, s'échappant dans le vide. L'idée était passionnante. Il n'avait également fait l'objet d'aucun test, parce que personne n'avait jamais réussi à laisser tomber de l'antimatière et à observer. Le problème était toujours le même. Pour observer un objet tomber sous l'effet de la gravité, il faut le tenir délicatement puis le relâcher. Et la gravité est une force extrêmement faible. Un aimant sur votre réfrigérateur est facilement plus puissant que la gravité de la planète entière qui attire un trombone. Ainsi, à l'intérieur de la bouteille magnétique, les puissantes forces magnétiques ont totalement annihilé la faible attraction de la gravité. Les scientifiques ne pouvaient pas voir la douce attraction vers le bas lorsque les aimants tournaient à plein régime au-dessus. La solution a nécessité de la patience, musicale et du cran. Des scientifiques ont construit un piège de grande hauteur, l'ont redressé et l'ont rempli d'atomes d'antihydrogène maintenus par un aimant. Ensuite, ils ont fait la partie effrayante. Ils ont lentement et prudemment affaibli les parois magnétiques en haut et en bas du piège, en relâchant la force petit à petit. Lorsque l'emprise magnétique s'estompa, la gravité elle-même serait la seule chose qui continuerait à guider les atomes. La question était simple. Lorsque les atomes se sont libérés, allaient-ils pour autant dériver vers le haut ou tomber vers le bas? Ils ont mené l'expérience, affaibli le piège et observé où les atomes d'antihydrogène finissaient par atterrir lorsqu'ils s'échappaient et s'annihilaient contre les parois. Environ 8 atomes sur 10 sont descendus. L'antimatière est tombée. Il est tombé vers le sol. Dans la même direction que votre téléphone. Tout a toujours fini dans la même direction. Il n'y avait pas d'antigravité, pas de lévitation ascendante, pas d'attraction inversée. Lorsqu'on libère de l'antimatière, celle-ci obéit à la gravité tout comme la matière de notre propre corps. Cela a mis fin à une question qui était restée en suspens pendant près d'un siècle. L'antimatière retombe. Cela a permis de clore une des énigmes liées à la disparition de l'antimatière, écartant ainsi l'hypothèse qu'elle se soit simplement envolée. Quel que soit le phénomène qui a effacé la quasi-totalité de l'antimatière de l'univers, il ne s'agissait pas d'une étrange gravité inversée. L'énigme de la victoire de la matière reste entière, même si une hypothèse audacieuse a été écartée. Vous pourriez penser que l'antimatière n'existe que dans ces laboratoires exotiques, inaccessibles et loin de votre vie. La vérité, c'est que cette substance destructrice, ce miroir de la musique, a peut-être déjà sauvé quelqu'un que vous connaissez. La substance la plus explosive de l'univers se trouve à l'intérieur des machines hospitalières
aidant discrètement les médecins à examiner l'intérieur des corps vivants. Cela paraît impossible, après tout ce que vous venez d'apprendre. L'antimatière s'annihile au contact. Il est rare, précieux et dangereux. Alors comment cela pourrait-il être utilisé dans un hôpital à proximité de patients? La réponse révèle à quel point les humains sont devenus ingénieux pour dompter l'impossible. L'appareil s'appelle un scanner à tomographie par émission de positons, bien que la plupart des gens l'appellent simplement un scanner TEP. Si vous avez déjà connu quelqu'un qui avait besoin de médecins pour traquer un problème caché au plus profond du corps, une tumeur, une tache étrange, quelque chose que l'extérieur ne peut révéler, il y a de fortes chances que cette machine y ait contribué, et elle fonctionne à l'antimatière. Voici comment ça fonctionne en toute simplicité. Les médecins administrent aux patients une infime quantité inoffensive d'une substance spéciale, musique, qui libère naturellement des positrons, l'antimatière jumelle de l'électron. Le patient s'en aperçoit à peine. À l'intérieur du corps, ces positrons parcourent une distance microscopique avant de rencontrer des électrons ordinaires, la matière qui constitue chaque cellule. Et vous savez déjà ce qui se passe lorsque la matière rencontre l'antimatière. Ils anéantissent. Chaque minuscule annihilation libère une explosion d'énergie précise, 2 petits éclairs de lumière jaillissant dans des directions exactement opposées. Le scanner est un anneau conçu pour capter ces éclairs. En enregistrant la provenance des éclairs lumineux, la machine cartographie précisément l'endroit où se produisent toutes ces annihilations à l'intérieur du corps. Les cellules cancéreuses, par exemple, sont avides et actives. Elles absorbent donc davantage de substances et produisent plus d'éclairs. Elles apparaissent sur le scanner comme des points lumineux, se révélant même lorsqu'elles sont enfouies profondément, là où aucun œil ne pourrait jamais les voir. Ainsi, cette même annihilation, qui fait de l'antimatière le carburant le plus dangereux qui soit, se transforme en un doux projecteur à l'intérieur d'un corps humain. La destruction est si minime, si contrôlée, qu'elle ne cause aucun dommage, et sauve même des vies, en indiquant précisément au médecin où chercher. Le patient ne ressent rien. Les éclairs sont invisibles. La machine se contente de lire la lumière et de dessiner une carte. C'est un beau retournement de situation. Les mêmes principes physiques capables de raser une ville, réduits à l'échelle de particules individuelles, deviennent l'un des outils les plus précis de la médecine. L'antimatière, cette substance qui a failli anéantir l'univers, permet désormais de détecter les maladies avant qu'elles ne se développent. Bon nombre des techniques qui ont rendu cela possible trouvent leur origine dans les recherches fondamentales menées dans des lieux comme le CERN, où des scientifiques, animés par une pure curiosité, ont fini par offrir au monde une machine qui sauve des vies. Voici le secret bien gardé des sciences étranges. Ces recherches peuvent paraître inutiles, voire insensées. Pourquoi étudier l'antimatière? Pourquoi écraser des particules pour s'amuser? Puis, des années plus tard, cette expérience audacieuse devient l'outil du quotidien qui sauve votre grand-mère. Le collisionneur est peut-être à la recherche des mystères les plus profonds de la réalité. Et pourtant, ces découvertes continuent de se retrouver dans les hôpitaux, les ordinateurs et les technologies que vous utilisez déjà. L'antimatière est donc réelle. Elle retombe sur elle-même et elle fait déjà partie de notre monde, d'une manière que la plupart des gens ignorent. Pourtant, à l'intérieur de cette décomposition de pingouins par laquelle nous avons commencé, le fauteur de troubles n'était pas du tout de l'antimatière. C'était une particule différente, une cousine plus lourde de l'électron, une particule qui ne cesse d'apparaître au cœur des énigmes les plus étranges du CERN. Les scientifiques lui ont donné un nom et soupçonnent de plus en plus qu'il cache quelque chose. Une particule est en train de vous tomber sur la tête en ce moment même, traversant votre corps de part en part, et elle semble détenir un secret. Il s'agit du muon, et vous l'avez brièvement rencontré à l'intérieur de la désintégration du pingouin. Le muon est le cousin plus gros de l'électron. À presque tous égards, il se comporte comme un électron ordinaire, sauf qu'il est environ 200 fois plus lourd. Imaginez un électron qui se serait mis à la musculation et aurait pris énormément de masse musculaire. Même personnalité de base, mais avec beaucoup plus de poids. Les muons sont partout, même si vous ne les sentez jamais. Très haut au-dessus de votre tête, des particules venues du fin fond de l'espace percutent constamment la haute atmosphère. Ces collisions projettent des pluies de muons qui retombent vers le sol à une vitesse proche de celle de la lumière.
En ce moment même, plusieurs d'entre elles traversent votre corps chaque seconde, glissant à travers votre peau, vos os et le sol sous vos pieds, sans laisser de traces. Ils sont comme des fantômes, présents et disparus avant même qu'on ait pu les remarquer. Le muon possède une particularité surprenante. Cela ne dure pas. Un muon ne survit que pendant environ 2 millionièmes de seconde, avant de se désintégrer en particules plus légères. Un clin d'œil, et vous aurez manqué la vie d'innombrables muons. Cette existence éphémère est la musique, précisément la raison pour laquelle les scientifiques aiment les étudier. Ils naissent, ils vivent leur vie éclair, et ils dépérissent d'une manière que le manuel de règles prétend prédire parfaitement. C'est là que ça devient intéressant. Les scientifiques ont une conviction profonde concernant l'électron et ses cousins plus lourds. Ils estiment que ces particules devraient être traitées exactement de la même manière, la musique par les lois de la nature, identiques en tout point, sauf en ce qui concerne leur poids. En termes plus élégants, cela signifie que les différents cousins doivent être parfaitement équilibrés. Un électron et un muon devraient se comporter comme une même particule portant des manteaux de tailles différentes. Mais le muon continue de se comporter de manière anormale. Au fil des ans, le muon s'est retrouvé au cœur de plusieurs des plus grandes énigmes de la physique. Les expériences continuent de découvrir de minuscules indices montrant que le muon ne se comporte pas tout à fait comme le prévoit le manuel de règles. Il vacille là où il devrait maintenir la musique stable. Il penche là où il devrait rester en équilibre. Aucun de ces indices n'a été suffisamment convaincant à lui seul pour que la musique soit considérée comme une preuve, et certains se sont estompés avec l'accumulation de données. Mais il est difficile d'ignorer cette tendance. À maintes reprises, lorsque quelque chose paraît étrange dans les expériences les plus poussées, le muon est d'une manière ou d'une autre impliqué. Et vous vous souvenez de notre pingouin? Lorsque ce méson B s'est désintégré de façon étrange et anticonformiste, 2 des particules qu'il a produites étaient des muons. La désintégration même qui est à l'origine de tout ce mystère a le muon en son cœur. Alors, lorsque les scientifiques observent cette oscillation, une idée leur vient discrètement à l'esprit. Et si le muon était la clé? Et si ce cousin lourd ressentait une force que l'électron ne ressent pas? Une poussée imperceptible émanant d'une nouvelle particule que seule elle peut percevoir. Si cela s'avérait vrai dans le domaine de la musique, cela bouleverserait les règles de façon spectaculaire. Cela signifierait que la nature favorise secrètement certaines de ses particules cousines, traitant le muon différemment pour des raisons que personne ne comprend encore. Les pages manquantes de la physique pourraient bien être écrites dans l'étrange comportement du muon. Le muon ouvre des perspectives extraordinaires, et c'est précisément pour ces possibilités extraordinaires que lorsque la machine géante du CERN a été mise en marche pour la première fois, une rumeur effrayante s'est répandue dans le monde entier. On craignait réellement que le collisionneur n'engloutisse la planète entière. Lorsque le collisionneur s'est mis en marche pour la première fois, certains étaient convaincus qu'il créerait un trou noir et détruirait la Terre. C'est réellement arrivé. Alors que la machine s'apprêtait à se mettre en marche, une vague de peur a déferlé sur le monde. Les journaux publiaient des titres effrayants. Des personnes inquiètes ont envoyé des messages frénétiques. Certains ont même tenté d'empêcher l'expérience par voie judiciaire, en déposant de véritables plaintes pour empêcher le CERN de mettre la machine en marche. Leur peur ressemblait au scénario d'un film catastrophe. Ils pensaient que la collision de particules avec une telle quantité d'énergie pourrait accidentellement créer un minuscule trou noir, un gouffre gravitationnel sans fond, qui s'enfoncerait jusqu'au centre de la Terre et engloutirait lentement la planète entière de l'intérieur. Il est facile de comprendre d'où vient cette peur. Le collisionneur était la machine la plus puissante jamais construite. Il a provoqué la collision de particules à des énergies jamais atteintes auparavant. Le mot trou noir est terrifiant. Assemblez ces idées et vous obtenez un cauchemar. Une expérience scientifique qui met fin au monde. Les scientifiques étaient donc confrontés à une tâche ardue. Ils devaient prouver clairement et calmement que la machine était sûre. Et la manière dont ils l'ont fait est véritablement brillante, parce que la réponse flottait au-dessus de la tête de tout le monde depuis le début. Vous vous souvenez de ces particules venues du fin fond de l'espace, ceux qui vous font pleuvoir des muons en permanence. Beaucoup d'entre elles transportent beaucoup plus d'énergie que tout ce que produit le collisionneur. Ces particules naturelles percutent l'atmosphère terrestre depuis des milliards d'années. Chaque jour,
s'écrasant avec une force supérieure à celle de la machine la plus puissante que l'homme puisse jamais construire. La haute cieux est sans cesse frappée par ces violentes collisions naturelles, partout sur la planète, sans interruption. Bien avant même que la vie n'existe, si de tels accidents pouvaient créer un trou noir dévorant une planète, cela se serait produit depuis longtemps, de innombrables fois, des milliards d'années, avant que quiconque ne construise un collisionneur. La Terre est toujours là, le Soleil est toujours là. Chaque étoile que vous voyez a été bombardée par ces impacts naturels tout au long de son existence, et aucune n'a été engloutie. La nature mène exactement la même expérience à des énergies plus élevées depuis toujours, sans le moindre désastre. C'était l'argument décisif. Le collisionneur ne fait rien que l'univers n'ait déjà fait des milliards de fois sans nous nuire, tout autour de nous. Et même dans le cas improbable où la machine pourrait créer un trou noir microscopique, les scientifiques savaient qu'il serait si petit et si instable qu'il s'évaporerait instantanément, disparaissant en un éclair avant même de pouvoir toucher un seul atome. La machine s'est allumée. La Terre continuait de tourner. Aucun trou noir n'est apparu. Aucune planète n'a été engloutie. Le collisionneur fonctionne depuis plus de 15 ans et a permis certaines des plus grandes découvertes scientifiques. Et l'apocalypse n'arriva jamais. Cette peur, bien que compréhensible, reposait sur une mauvaise compréhension du degré de sécurité réel de l'expérience. Mais cette frayeur révèle quelque chose d'important à propos de cette machine. Elle explore des territoires si extrêmes que l'on se demande véritablement quel monstre elle pourrait réveiller. Et même si aucun trou noir n'est sorti du collisionneur, les collisions ont bel et bien produit des choses dont les scientifiques étaient jusqu'à récemment certains qu'elles ne pouvaient pas exister. Particules étranges, combinaisons impossibles. Des éléments constitutifs de la matière collés ensemble d'une manière que le règlement n'aurait jamais prévue. Le collisionneur continue de cracher des particules qui, selon toutes les anciennes règles, n'auraient jamais dû exister. Pour comprendre pourquoi ces phénomènes sont si choquants, il faut se rappeler comment la matière est normalement constituée. Les quarks sont les minuscules constituants fondamentaux enfermés à l'intérieur des protons et des neutrons. Et pendant longtemps, les scientifiques ont cru qu'ils ne restaient ensemble que de deux manières simples. 3 quarks peuvent s'agglomérer pour former des particules plus lourdes comme le proton. Ou bien un quark pourrait s'associer à un antiquark, son jumeau miroir, pour former une particule plus légère. 3 ensemble ou 2 par paire, telles étaient des règles. C'étaient les seules combinaisons que quiconque ait jamais vues. Pendant des décennies, cette image simple est restée la même. Chaque particule découverte par les scientifiques s'inscrivait parfaitement dans l'un de ces deux modèles. Le monde des quarks semblait propre et bien organisé. Puis le collisionneur a commencé à détecter des éléments qui rompaient le schéma. L'équipe qui gère LHCb, nos chasseurs de pingouins, a découvert des particules composées de 5 quarks collés ensemble. 5. Les scientifiques les appellent pentaquarks. Leur existence était considérée comme une hypothèse lointaine depuis des années, mais personne n'en avait jamais clairement observé un. Puis, enfouis sous les décombres d'innombrables accidents, ils étaient là. De lourds et étranges amas de 5 quarks liés en une seule particule, une combinaison que les manuels scolaires considéraient comme une simple rumeur. Les découvertes se sont succédées. Des scientifiques ont découvert des particules composées de 4 quarks, qu'ils ont appelés tétraquarks. L'un de eux était particulièrement bizarre. Une particule à 4 quarks, qui a vécu bien plus longtemps qu'une chose aussi fragile, n'aurait pu le faire, persistant suffisamment longtemps pour que les scientifiques puissent l'étudier en détail. Ils ont même repéré de nouvelles particules lourdes, gorgées d'ingrédients rares, des amas exotiques jamais vus auparavant dans la nature, nés pour un bref instant dans la violence d'une collision. Chacune de ces découvertes est comme la découverte d'une toute nouvelle façon de construire avec les mêmes vieilles briques. Pendant longtemps, vous avez cru que les briques ne pouvaient s'empiler que de 2 façons. Et puis soudain, on découvre des tours construites avec 5 briques, des murs construits avec 4, des formes dont personne ne soupçonnait même l'existence. Les briques étaient toujours capables de plus. Nous n'avons tout simplement jamais eu de machine suffisamment puissante pour contraindre la musique à prendre ces nouvelles formes étranges. Ces particules exotiques ne transgressent pas les règles comme pourrait le faire le pingouin. Elles s'inscrivent en réalité dans les grandes lois de la physique,
dans des domaines que les scientifiques n'avaient tout simplement jamais explorés, mais elles prouvent quelque chose de passionnant. Le monde de l'infiniment petit est bien plus riche et étrange que quiconque ne l'imagine. Il existe des formes de matière qui apparaissent en un éclair, existent pendant un temps imperceptible, puis se dissolvent à nouveau dans les débris. Le collisionneur est le seul endroit sur Terre où les humains peuvent les apercevoir. Et chacune de ces découvertes en apprend davantage aux scientifiques de la musique sur l'interaction forte, la puissante colle qui lie les quarks entre eux. Plus ils comprendront ce lien musical, mieux ils pourront traquer les failles ailleurs, y compris chez notre pingouin. Ces particules exotiques sont comme des pièces de puzzle, musique chacune affinant l'image de la façon dont la matière fonctionne réellement au niveau le plus profond. Pourtant, malgré toutes ces découvertes, toutes ces particules étranges et ces désintégrations rares, les scientifiques savent qu'ils n'ont cartographié qu'une infime partie de ce qui existe, car la majeure partie de l'univers n'est constituée d'aucun de ces éléments. L'univers est en grande partie composé de quelque chose d'invisible, quelque chose que le collisionneur traque depuis des années sans jamais parvenir à capturer. La majeure partie de l'univers a disparu, et le collisionneur traque le coupable invisible depuis des années sans jamais l'avoir attrapé. Voici un fait stupéfiant. Tout ce que vous avez vu jusqu'ici, chaque étoile, chaque planète, chaque personne, chaque particule de cette vidéo, ne représente qu'une infime partie de ce dont l'univers est réellement composé. Tout ce que nous connaissons normalement, tout ce qui figure dans le règlement, représente moins d'un cinquième du total. Le reste est un mystère si profond que les scientifiques lui ont donné un nom provisoire car ils ignorent véritablement de quoi il s'agit. Ils appellent la plus grande partie la matière noire. Il est invisible. Elle n'émet aucune lueur, rien que vos yeux ou un télescope ne puissent voir directement. Elle est partout, tissée à travers chaque galaxie, y compris la nôtre, et pourtant elle se glisse à travers la matière ordinaire comme un fantôme. À l'heure actuelle, il est très probable que la matière noire traverse votre corps et la planète entière sans laisser la moindre trace. Alors, si elle est invisible et intouchable, comment les scientifiques savent-ils même qu'elle est là? Ils le savent grâce à la gravité. La matière noire a un poids et le poids attire. Lorsque les scientifiques observent la rotation des galaxies, les chiffres ne correspondent pas. Les galaxies tourbillonnent si vite qu'elles devraient se disloquer, projetant leurs étoiles dans le vide, mais elles restent solidaires, comme si un poids énorme et invisible les retenait, maintenant les étoiles en place. Cette emprise invisible, c'est la matière noire. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons sentir son attraction inscrite sur tout le ciel. Il y a environ 5 fois plus de matière noire que de matière ordinaire existante. Imaginez ça. Pour chaque particule de matière visible et palpable, il existe environ 5 fois plus de matière invisible à l'œil nu. L'univers est principalement composé d'un ingrédient qui reste un mystère complet, et nous sommes la minuscule minorité visible qui flotte à l'intérieur. Les scientifiques se tournent donc vers le collisionneur, espérant créer de la matière noire et la surprendre en flagrant délit. L'idée est audacieuse. Si la matière noire est composée de particules inconnues, peut-être qu'un choc suffisamment violent pourrait en faire apparaître brièvement une, de la même manière que le collisionneur fait apparaître d'autres particules rares. Alors, les scientifiques pourraient enfin étudier cette chose invisible qui régit le cosmos. Mais la détecter est terriblement difficile, car la matière noire passerait à travers les détecteurs sans laisser de traces. Les scientifiques utilisent donc une astuce ingénieuse. Ils additionnent soigneusement toute l'énergie avant l'impact, puis toute l'énergie contenue dans les particules projetées après l'impact. Si une partie de l'énergie disparaît, s'évaporant dans le néant que les détecteurs peuvent percevoir, cela pourrait signifier qu'une particule invisible s'est envolée en emportant cette énergie. Un trou dans les livres, un vide en forme de fantôme. Depuis des années, les scientifiques scrutent les débris des crashs à la recherche de cette énergie manquante si caractéristique. Et jusqu'à présent, ils n'ont rien trouvé. Crash après crash, les comptes s'équilibrent. La particule invisible refuse d'apparaître. La matière noire reste aussi cachée qu'auparavant, narguant la machine la plus puissante jamais construite par l'homme. Ce silence est en lui-même un indice, et il approfondit le mystère plutôt que de le résoudre. L'ingrédient le plus important de l'univers reste encore hors de portée. Pourtant,
Le collisionneur a récemment capturé un autre type de fantôme, une particule si insaisissable que, pendant des décennies, les scientifiques ont pensé qu'une machine de ce type ne pourrait jamais la détecter. Des milliards de particules fantômes traversent votre corps chaque seconde, et le collisionneur vient d'en capturer quelques-unes, pour la toute première fois. Ces particules fantômes sont appelées neutrinos, et ce sont peut-être les particules les plus insaisissables de toute la nature. Ils sont incroyablement petits, ne transportent aucune charge électrique et interagissent très peu avec quoi que ce soit. Ce dernier point est essentiel. Un neutrino peut traverser la matière solide comme s'il s'agissait d'air vide. Il peut traverser une planète, directement la roche, le métal et le noyau en fusion, et ressortir de l'autre côté sans rencontrer le moindre obstacle. Ces chiffres sont presque incroyables. En ce moment même, chaque seconde, environ 100 000 milliards de neutrinos traversent votre corps. Elles jaillissent du Soleil en quantités insondables et vous inondent jour et nuit, que vous soyez éveillé ou endormi, à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous ne sentez jamais rien, car presque aucun d'eux ne vous touche. Un neutrino pourrait traverser un mur de plomb solide, s'étendant sur des années-lumière, et avoir encore une chance raisonnable d'en ressortir intact de l'autre côté. Voilà ce qui rend l'étude des neutrinos si exaspérante. Pour détecter une particule, il faut généralement qu'elle heurte un élément de la machine. Mais les neutrinos ne percutent presque jamais rien. Ce sont des fantômes ultimes, capables de se faufiler à travers tous les pièges, d'ignorer tous les murs, de passer devant les détecteurs les plus sensibles comme s'ils n'existaient pas. Pendant longtemps, les scientifiques ont supposé que le collisionneur ne pourrait jamais les attraper. Oui, ces collisions ont certainement produit des neutrinos, mais ces neutrinos se seraient simplement engouffrés dans le sol sans être détectés, perdus à jamais. Une petite équipe a alors eu une idée astucieuse. Ils ont construit un détecteur spécial musique et l'ont placé loin en aval de l'un des points de collision, niché dans un tunnel, parfaitement positionné pour se trouver sur le chemin des neutrinos qui sortent des collisions. Ils l'ont rempli de matière dense, donnant ainsi aux neutrinos fantomatiques autant de chances que possible de finalement rencontrer quelque chose. Ils attendirent alors, espérant que parmi les innombrables neutrinos qui affluaient, seuls quelques-uns atteindraient le détecteur et se révéleraient. Ça a marché. Pour la toute première fois, des scientifiques ont détecté des neutrinos créés à l'intérieur d'un collisionneur de particules. Les fantômes, nés de la violence des accidents, furent pris sur le fait. C'était une véritable première, ouvrant une toute nouvelle fenêtre sur ces particules insaisissables à des énergies jamais étudiées de cette manière auparavant. Pourquoi est-ce si important? Car les neutrinos sont profondément liés à certains des plus grands secrets de l'univers, notamment au mystère même de la raison pour laquelle la matière a vaincu l'antimatière. Les neutrinos sont étranges en soi. Il en existe de différents types, et chose étrange, ils peuvent passer d'un type à l'autre en cours de voyage, se métamorphosant en plein vol comme un métamorphe. Certains scientifiques soupçonnent que ces fantômes polymorphes pourraient détenir des indices sur le déséquilibre qui a permis à notre univers de survivre. Les intercepter au niveau du collisionneur est donc un événement majeur. Elle offre aux scientifiques un nouvel outil pour sonder l'une des particules les plus mystérieuses qui existent, juste au moment où toutes les autres chasses se déroulent dans la même machine. Et toutes ces recherches, le pingouin, la matière noire, les particules fantômes, le miroir d'antimatière fissurée, produisent quelque chose de presque aussi accablant que la physique elle-même. Un océan de données si vaste qu'aucun ordinateur sur Terre ne pourrait jamais le contenir. Le collisionneur produit tellement de données que leur stockage écraserait tous les ordinateurs portables de la planète. Les scientifiques ont donc construit un cerveau qui couvre le globe. Vous savez déjà que les accidents surviennent rapidement. À l'intérieur de la machine, des collisions se produisent environ 40 millions de fois par seconde, et chacune d'elles projette une tempête de particules que les détecteurs enregistrent avec une grande précision. Si les scientifiques tentaient de sauvegarder la moindre donnée relative à chaque crash, le flot d'informations serait si énorme qu'il saturerait les disques durs du monde entier en un clin d'œil, et ce, sans interruption. Il est tout simplement impossible de tout stocker. La première chose que fait la machine, c'est d'en jeter la plus grande partie. Des ordinateurs ultra rapides sont installés juste à côté des détecteurs et prennent des décisions brutales en une fraction de seconde,
éliminant les accidents ordinaires et sans intérêt et ne conservant que les rares et intéressants. Il rejette presque tout, ne conservant qu'une infime fraction susceptible de contenir quelque chose qui mérite d'être étudié. Même après avoir éliminé la grande majorité, ce qui reste est encore stupéfiant. Le collisionneur enregistre chaque année une quantité colossale de données, bien plus que ce qu'un seul ordinateur pourrait jamais traiter. C'est là que réside l'ingéniosité. Aucune machine ne pourrait traiter l'ensemble de ces données. C'est pourquoi les scientifiques n'ont jamais tenté d'en construire une. Au lieu de cela, ils ont interconnecté les ordinateurs de toute la planète pour former un seul et gigantesque cerveau partagé. Lorsqu'un incident est enregistré au CERN, ces données peuvent être instantanément diffusées à travers le monde, envoyées à de puissants centres informatiques, répartis dans des dizaines de pays sur plusieurs continents. Des milliers de machines travaillent simultanément sur le problème, chacune traitant une partie, toutes interconnectées en un unique réseau mondial de puissance de calcul. Imaginez un projet de groupe colossal. Une seule école ne pourrait jamais terminer le travail à elle seule, il est donc réparti entre des milliers d'écoles à travers le monde, chacune s'attaquant à une petite partie, toutes communiquant leurs résultats pour élaborer la réponse finale. Un scientifique situé dans un pays peut exploiter la puissance combinée de machines situées à l'autre bout du monde comme si elles se trouvaient toutes dans la même pièce. Ce réseau planétaire est l'un des plus grands systèmes informatiques jamais assemblés par l'humanité, construit dans le seul but de comprendre ce qui se passe lors des collisions de particules, et il doit être aussi vaste car les découvertes sont enfouies très profondément. Vous vous souvenez de notre pingouin? Pour déceler cette oscillation, les scientifiques ont dû passer au crible environ 650 milliards de désintégrations de particules, à la recherche de la poignée d'événements rares qui comptaient. Ce genre de recherche d'une aiguille dans une botte de foin n'est possible que grâce à cette intelligence collective mondiale. Sans cela, les données s'accumuleraient, non lues et inexplorées, gardant à jamais leurs secrets. Voici la face cachée de la science moderne, celle que le public voit rarement. La grande découverte fait les gros titres, la particule étrange, le miroir brisé, la désintégration qui défie les règles. Mais derrière chacun de ces instants se cache une armée invisible d'ordinateurs qui travaillent silencieusement à travers des océans d'informations, séparant le signal rare du bruit incessant. La physique ne représente que la moitié du combat. L'autre moitié du travail consiste à maîtriser le déluge. Les scientifiques disposent donc de la machine, des détecteurs et de l'intelligence collective nécessaires pour interpréter les résultats. Ils ont déjà surpris le pingouin en train d'osciller à 4 sigma. Voici maintenant la partie qui va tout décider. Car le fait le plus passionnant de toute cette histoire n'est pas ce que les scientifiques ont déjà observé. C'est ce qui va suivre, c'est là, sur les disques durs, qui attend d'être ouvert. Le résultat qui pourrait bouleverser la physique à jamais est déjà enregistré, il est actuellement stocké, en attente que les scientifiques aient fini de le lire. C'est ce qui rend le mystère du pingouin si palpitant, plutôt que frustrant. Lorsque les scientifiques ont révélé cette oscillation de 4 sigma, ils travaillaient à partir de données recueillies au cours d'une période antérieure de la vie du collisionneur, un ensemble de collisions enregistrées sur plusieurs années. Cet ensemble de données était énorme, des centaines de milliards de désintégrations, et c'était suffisant pour pousser l'oscillation à son niveau le plus élevé jamais atteint. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Depuis, la machine continue de fonctionner. Il n'a jamais cessé de percuter des protons, n'a jamais cessé d'enregistrer les collisions, n'a jamais cessé d'alimenter son cerveau global. Et pendant ce temps, les scientifiques ont déjà recueilli beaucoup plus de données sur ces décompositions précises de manchots. Nous parlons ici d'environ 3 fois plus de maisons B que ce sur quoi l'étude était initialement basée. 3 fois plus de preuves, déjà capturées, déjà en attente. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'indice le plus important de nouvelles physiques depuis une génération repose sur un seul ensemble de données, et un ensemble 3 fois plus important est déjà disponible, prêt à être analysé. Les scientifiques n'ont pas besoin de construire une nouvelle machine, ni d'attendre des années de nouveaux accidents pour tester leur oscillation. Il leur suffit de fouiller dans la montagne de données qu'ils ont déjà recueillies et de voir si le pingouin continue à mal se comporter. C'est à ce moment précis que tout bascule. Vous vous souvenez des 2 chemins évoqués précédemment. Si cette fluctuation n'est que de la malchance,
davantage de données devraient la faire disparaître, de la même manière que la bosse fantomatique d'il y a des années s'est réduite et a disparu une fois que les scientifiques l'ont examinée de plus près. Mais si cette oscillation est réelle, si quelque chose de nouveau tire véritablement sur la musique ses déclins, alors plus de données devraient la faire croître. L'écart devrait se creuser. Le signal devrait monter. Et si elle atteint une hauteur suffisante, elle pourrait enfin franchir ce mur des 5 sigma et transformer un peut-être en découverte. Les scientifiques analysent donc les nouvelles données à toute vitesse et tout le secteur retient son souffle. Tous les physiciens qui ont observé ce nombre fluctuer pendant plus d'une décennie savent que la réponse se trouve déjà sur les disques durs. L'univers a déjà dévoilé ses cartes. Il nous suffit de finir de lire les cartes. C'est là toute l'étrange agonie de la situation. La vérité existe. C'est enregistré, c'est réel. Quelque part dans cet océan de nouveaux crashs, le pingouin a soit conservé son comportement étrange, soit repris le droit chemin. Et personne ne sait encore lequel. Le résultat est fixe. Il ne nous manque que notre connaissance à ce sujet. Et la construction ne s'arrête pas là. Le collisionneur va bientôt bénéficier d'une mise à niveau majeur qui permettra de traiter un volume de données tel que le déluge actuel paraîtra insignifiant. Les scientifiques préparent une version de la machine si puissante qu'elle recueillera beaucoup plus d'accidents que tout ce qui a été collecté jusqu'à présent, le tout visant à répondre à des questions exactement comme celles de notre pingouin. Les prochaines années seront donc parmi les plus importantes de l'histoire de la physique. Cette hésitation se transformera soit en une découverte qui bouleversera la donne, soit en un fantôme qui aura trompé tout le monde une fois de plus. Dans tous les cas, la réponse arrive et elle arrive bientôt. Pour comprendre l'ampleur des enjeux, il faut imaginer ce qui arriverait à toute la science si ce règlement était véritablement bouleversé. Si le phénomène de l'oscillation du pingouin perdure et que les règles établies finissent par s'effondrer, ce serait le plus grand moment de la physique depuis 50 ans. Essayez d'en saisir l'ampleur. Le modèle standard est resté invaincu pendant un demi-siècle. Il a passé tous les tests directs, prédit particule après particule et survécu à tous les pièges que les scientifiques auraient pu lui tendre. Découvrir une véritable faille confirmée dans cette carte serait comme découvrir que la carte la plus fiable du monde est amputée d'un continent entier. Un lieu dont personne ne soupçonnait l'existence, restait caché à la vue de tous depuis tout ce temps. Une fissure confirmée signifierait une chose stupéfiante. Il existe une nouvelle physique à découvrir, quelque chose qui dépasse les règles établies. Une nouvelle particule, une nouvelle force, une couche cachée de la réalité que les scientifiques soupçonnent depuis longtemps sans jamais l'avoir prouvée. Les pages manquantes dont tout le monde sait qu'elles existent commenceraient enfin à apparaître. Et une fois que vous avez trouvé la première fissure, vous savez exactement où commencer à creuser pour trouver le reste. Les répercussions seraient énormes. Souvenez-vous de tous les grands mystères qui restent encore irrésolus. Pourquoi l'univers existe-t-il plutôt que rien ? Qu'est-ce que la matière noire qui constitue la majeure partie du cosmos? Pourquoi la matière a-t-elle vaincu l'antimatière? Pourquoi la gravité est-elle totalement absente du règlement? Ces questions ont déconcerté les personnes les plus intelligentes du monde pendant des décennies. Une véritable fissure dans le modèle standard pourrait être le fil qui se détache et qui commence à les défaire. Car les nouvelles découvertes en physique dans un domaine ouvrent souvent la voie à des réponses dans d'autres. Les manuels scolaires seraient réécrits. Cette nouvelle particule ou force aurait besoin d'un nom, d'une place dans les graphiques, et de tout un réseau de nouvelles expériences pour l'étudier. Des scientifiques du monde entier seraient prêts à réorienter leur carrière pour la poursuivre. Des machines flambant neuves pourraient être conçues spécifiquement pour le traquer. Un seul tremblement confirmé pourrait réorienter tout le domaine musical de la physique pour une génération, ouvrant des portes restées verrouillées bien avant votre naissance. Et l'histoire montre comment ces moments se déroulent. Lorsque les scientifiques ont découvert ce champ invisible, qui confère aux particules leur poids, cela a couronné 50 ans de recherche et leur a valu les plus hautes distinctions scientifiques. Lorsqu'ils ont observé pour la première fois la fissuration du miroir entre la matière et l'antimatière, cela a bouleversé notre façon de comprendre pourquoi quoi que ce soit a survécu au Big Bang. Chacune de ces percées a commencé exactement là où le pingouin est assis, musique maintenant, comme une étrange allusion qui refusait de disparaître.
Il y a un revers à la médaille qui invite à l'humilité, et les vrais scientifiques ne l'oublient jamais. Le tremblement pourrait encore disparaître. Davantage de données pourraient l'effacer, tout comme les fantômes qui l'ont précédé. Le charmant pingouin, ce calcul diabolique que personne ne peut résoudre, pourrait bien cacher une tâche plus importante qu'on ne le pense, prête à engloutir tout le mystère et à laisser le règlement intact. Si cela se produit, ce ne sera pas un échec. Ce serait la science fonctionnant exactement comme elle le devrait, refusant d'être dupée, exigeant des preuves avant de croire. Chaque issue nous apprend quelque chose de profond. Si le tremblement s'accentue, nous apercevons, la musique, une couche de réalité plus profonde pour la première fois. Si elle s'estompe, nous apprenons à quel point les règles sont véritablement inébranlables en musique, et combien nous devons être prudents lorsque la nature semble nous faire un clin d'œil. Les deux voies font progresser la connaissance humaine, mais voici la partie qui devrait vous donner des frissons. Musique. Même le puissant collisionneur a ses limites. Il y a des questions auxquelles il ne pourra peut-être jamais répondre, des mystères qui restent juste hors de sa portée, et les scientifiques, musique, le savent déjà. C'est pourquoi ils rêvent de quelque chose de plus grand, de beaucoup plus grand. Les scientifiques planifient déjà une machine si énorme qu'elle ferait paraître petit le collisionneur géant actuel. Réfléchissez-y un instant. La machine actuelle est l'un des plus grands objets que les humains musique aient jamais construit. Un anneau s'étendant sur environ 17 miles sous 2 pays, glacial et incroyablement puissant. Elle a découvert la fameuse particule qui confère du poids. Elle a capturé le miroir brisé de la matière et de l'antimatière. Musique, elle a repéré le tremblement du pingouin qui pourrait tout changer. Et pourtant, les scientifiques regardent tout cela et pensent « il nous en faut plus ». Pourquoi? Car les questions les plus profondes exigent encore plus de puissance pour créer des particules plus lourdes, pour scruter encore plus profondément les débris d'un crash, pour recréer des moments encore plus proches du Big Bang. Vous devez pulvériser les particules plus violemment que jamais. Et pour les écraser plus fort, il vous faut un anneau plus grand. Une boucle plus large permet aux particules d'accumuler plus de vitesse et d'énergie avant d'entrer en collision, ouvrant ainsi des portes que la machine actuelle ne peut tout simplement pas atteindre. Les scientifiques ont donc esquissé les contours d'une machine de rêve, un futur collisionneur qui éclipserait celui que nous avons actuellement. L'anneau proposé s'étendrait sur environ 92 km, soit plus de 3 fois la taille du tunnel actuel. Imaginez un cercle si vaste qu'il entourerait une région entière, enfouie profondément sous terre, une boucle si longue qu'il faudrait des heures pour la parcourir à pied. Ce serait l'instrument scientifique le plus ambitieux jamais conçu, une cathédrale bâtie pour vénérer les plus petites choses qui existent. Une machine de ce genre pourrait permettre de percer les mystères que cette vidéo a évoqués depuis le début. Il pourrait traquer la particule cachée qui tire sur notre pingouin, celle qui est trop lourde pour que le collisionneur actuel puisse la créer directement. Il pourrait rechercher plus activement la matière noire, cette majorité invisible qui hante chaque galaxie. Elle pourrait sonder le miroir fissuré de la matière et de l'antimatière avec une précision bien plus grande, à la recherche du déséquilibre plus profond qui a permis à l'univers de survivre. Les questions qui nous laissent perplexes aujourd'hui pourraient enfin trouver une machine suffisamment puissante pour y répondre. Bien sûr, construire une telle chose serait une entreprise colossale. Cela coûterait une fortune, prendrait des décennies et exigerait la coopération des nations du monde entier. De véritables débats existent quant à savoir si cela en vaut la peine, et si l'argent et les efforts ne seraient pas mieux investis ailleurs. Ce sont des questions légitimes, et les scientifiques en débattent ouvertement. Repousser les limites de la connaissance humaine n'est jamais bon marché et jamais simple. Mais le rêve lui-même vous en dit long sur les gens. Nous ne nous contentons pas de laisser les mystères les plus profonds irrésolus. Nous nous tenons aux limites de nos connaissances. Nous fixons l'obscurité et nous commençons à concevoir l'outil qui pourrait nous permettre de voir un peu plus loin. Le collisionneur actuel n'était lui aussi autrefois qu'un rêve, sujet à doute et à débat, et il a fini par remodeler notre compréhension de la réalité. La prochaine machine pourrait faire de même, révélant des merveilles que nous ne pouvons pas encore imaginer. Voilà où nous en sommes. Un étrange soubresaut dans une décennie exceptionnelle. 2 machines pointant vers la même fissure. Un océan de données fraîches qui n'attendent qu'à être analysées.
Un miroir brisé qui explique pourquoi tu existes. Particules fantômes, matière invisible et formes exotiques de choses qui apparaissent et disparaissent par intermittence. Et se profile à l'horizon le rêve d'une machine encore plus puissante pour poursuivre ce qui viendra ensuite. Le manuel de règles le plus efficace de l'histoire tremble pour la première fois en 50 ans, et qu'il se brise ou résiste, la réponse fonce déjà vers nous, cachée dans les débris de particules s'entrechoquant sous un champ paisible d'Europe, attendant que nous comprenions enfin ce que l'univers essaie de nous dire depuis toujours.